crache ton venin. C'est dire tout, et ce que tout le monde pense tout bas. Je voudrais savoir de quelle origine tu es. Est-ce que tu es française pure souche? Alors, oui, apparemment, enfin, en tout cas, enfin, disons que j'ai des origines espagnoles, en tout cas, hispaniques, importantes. D'accord. Voilà. Mais sinon, mes parents étaient français, voilà. Grands-parents aussi, mais après, ça remonte à plus loin. D'accord. Comment tu étais quand tu étais petite? La Muriel, salmonade, puis... C'était dur. Alors, explique, voilà. hein. Ouais. Crash. J'étais très malheureuse, voilà. Oui, très très malheureuse. Très très malheureuse. C'est vrai que je pleurais tous les soirs. Oui. Après, Oui. je rêvais que d'une chose, c'est d'avoir un chien pour me consoler. Pour Je te sais pas, consoler. parce que ouais. Même une peluche au départ. Je voulais même une peluche. Ça me suffirait possiblement. Et puis grâce à ma tante, et puis en fait ça c'était amusant parce que j'étais en échec scolaire total, j'étais vraiment très très mal. Et en fait ma tante m'a dit si t'es dans les 5 premières en 6e, je t'offre un chien. D'accord. J'ai été 3e. Ça a marché. Alors que j'étais vraiment en échec scolaire. Ça c'est une idée pour les petits qui Et j'ai eu sont, ma première petite chienne qui fait partie des choses qui m'ont sauvé la vie en quelque sorte. Est-ce que tu es issue d'une grande fratrie ou pas du tout? Non, j'étais fille unique, donc j'étais très seule, vraiment très malheureuse. Qu'est-ce qui t'a fait inaperçue? Je passais inaperçue partout. D'ailleurs, j'ai quelqu'un de ma famille qui était une grand-tante qui m'a dit oui, ça m'avait beaucoup touchée. Elle m'a dit oui, on te voit pas, tu parles pas, tu es invisible. Je passais mon temps un peu chez ma grand-mère qui était couturière, je passais mon temps sous la table à jouer avec des aiguilles et à raser les murs. Voilà, à raser les murs, voilà. Et à l'école, tu disais que tu étais en échec scolaire? J'ai été en échec scolaire jusqu'en CM2 en fait. On voulait pas me faire passer en 6e et puis finalement j'ai redoublé mon CM2, je suis passée en 6e. Et puis là, à partir de la 6e, j'ai eu des études brillantes. J'ai eu des profs sympas. Pourquoi tu étais en échec scolaire? Alors, avant le... Tu comprenais pas ou c'est des J'étais problèmes pas là. personnels? J'étais pas là. De toute façon, j'ai aucun souvenir avant 10 ans de ma scolarité. J'ai absolument aucun souvenir. Donc j'ai un premier souvenir, c'est vraiment l'arrivée en CM2 à la Garenne-Colombe. Tu pourrais dire que c'était lié au trauma? Oui. D'accord. Et là, on a eu un semblant de situation un peu plus stable, disons, avec mes parents. Et du coup, je suis passée... On a quand même accepté que je passe en 6e, en faisant des réticences et tout ça. Et puis là, j'ai eu des profs assez extraordinaires. J'ai eu ma chienne, des profs extraordinaires. Donc une tante extraordinaire. Ouais. Une tante qui avait juste 7 ans de plus que moi. Donc extraordinaire. Voilà. Qui a tenu promesse. Oui, qui a tenu promesse. Et puis après, j'ai fait de très bonnes études, en fait. Après, mais je me suis isolée dans les études, quoi, en quelque sorte, dans un projet personnel. Donc, au départ, je voulais être prof. Si je comprends bien, une fois que tu as eu cet animal, finalement, tu as réussi à te poser quelque part et à être un peu plus attentive à ce qu'il y avait autour de toi. Ouais. Tu dirais qu'un animal de compagnie, ça peut aider un enfant en difficulté? Tout à fait. Ça fait un espace de sécurité, en fait, un espace affectif. Les animaux, ils ressentent énormément de choses, donc ils réagissent, de protection et puis de consolation, quasiment. Et puis de prise de confiance, parce que tu as un animal qui est attaché à toi, qui t'aime. Tu dois en prendre soin. Tu dois en prendre soin. Il t'aime, il est là pour t'attendre quand tu rentres de l'école. Beaucoup d'amour. Voilà, beaucoup d'amour. Et puis après, vraiment, je me suis raccrochée au fait que j'ai eu des profs qui croyaient en moi, qui pensaient que que je pouvais faire quelque chose de... Tu l'as ressenti? Oui, je l'ai ressenti, parce que j'étais d'un milieu socioculturel quand même assez... pas très favorisé, disons. Et j'ai mon père qui est mort jeune, quand j'étais en terminale. Après ma mère, j'étais seule avec ma mère. Enfin, est-ce que ta mère travaillait? Et ma mère travaillait. Et puis, en fait, mon père était fils unique. Enfin, mon père avait une sœur, mais qu'il ne voyait pas. Ma mère avait juste cette sœur qui était cette tante. Et sinon, il y avait très peu. La famille était très, très réduite, quoi, autour de moi. Donc, heureusement, j'avais quelques amis.
Donc tu avais ton cocon, ton Voilà, propre j'avais mon univers. cocon. Voilà. Est-ce que tu avais beaucoup d'imagination, du coup? Oui, bien sûr. J'étais tout le temps en train de rêver plein de choses, rêver ma vie. Tu écrivais beaucoup? Alors, j'écrivais pas, je dessinais beaucoup. Le dessin. J'ai toujours été plus dans ce qui est de l'ordre des arts plastiques, dessin, sculpture ensuite, gravure. Donc tu as pris quoi comme étude en fait? T'as suivi quel parcours? Alors, j'ai suivi un parcours. Alors, j'ai suivi un parcours scientifique en fait. J'ai fait une terminale. C'est rare pour les femmes surtout à l'époque. Ouais, on était 2 dans la classe en terminale. C'est rare, on le dit même au jour d'aujourd'hui. Mais j'ai eu des profs de maths qui m'ont vraiment, qui faisaient pas de différence entre les garçons et les filles, qui étaient très heureux que je veuille devenir prof de maths. Qui t'encourageaient. En fait, j'avais fait le choix entre prof de maths ou prof d'art plastique, parce que j'avais une prof d'art plastique qui m'a fait découvrir la culture. Parce on était dans un milieu qui était très peu cultivé. Enfin, donc, j'avais pas très peu d'accès. La culture, tu l'as découverte avec l'école, en fait. Avec l'école. Oui, c'est l'école. Enfin, il y a ma chienne qui m'a sauvée et l'école. C'est important tout ça, c'est important. Et vraiment, le collège, ça a été un moment fantastique. L'école primaire, ça a été catastrophique. Ouais. À partir du moment où tu as eu ta chienne, tu es rentrée au collège et après tout s'est entrouvert. Ouais. Alors c'était difficile, c'était douloureux quand même. Comment ça se passait avec les autres en préadolescence? Alors j'avais des amis, on était un groupe d'amis. C'était une époque où c'était un collège de filles. Hein. D'accord. Ça a commencé. Tu fais bien de le préciser. Ça a commencé. La mixité a commencé au cours du collège. Je crois que c'était à partir de la 5e. C'est devenu mixte. Mais en fait, au début, on avait 2 garçons dans la classe ou 3 garçons dans la classe. Ça y est, pas les filles. mais du coup, il n'y avait pas. Enfin, on n'était pas dans une situation où il fallait partager les choses avec des garçons qui prenaient toute la place. T'étais taquine ou pas? Oui, alors après, j'ai vraiment eu des amis, de bons amis. On était un groupe qui était sympa, pareil. Lycée. Ah oui, Pierre, il y a une chose aussi qui m'a beaucoup aidée dans la scolarité au collège, c'est que j'ai toujours été dans la défense des plus vulnérables et tout ça, c'était toujours mon truc. Et du coup, j'ai été déléguée de classe. Ça te venait spontanément? Oui. Et j'ai été... oui, pour moi, c'était vraiment essentiel. Naturel. Et du coup, j'ai été, à partir de la 6e, j'ai été élue déléguée de classe et j'ai fait toute ma scolarité, que ce soit au collège, au lycée ou à la fac. En tant qu'élue. En tant qu'élue. Ah, ça, c'est pas mal. Donc j'étais tout le temps élue à défendre les droits. Voilà, donc ça, c'était sympa parce que j'étais extrêmement timide, ça se voyait pas trop, mais j'étais extrêmement timide, mais du coup, ça m'obligeait, pour défendre les autres, ça m'obligeait à être présente, à pouvoir donc finalement, parler. Tu as pris une place. Voilà, j'ai pris une place. Toi qui étais invisible. Voilà, tu es devenue visible. Je suis devenue visible à l'école. Vraiment. C'est vraiment l'école qui m'a rendue visible. À travers les autres, pour les autres. Voilà, pour les autres. D'accord. Et à travers le regard de ma chienne au départ. Finalement, tu disais que tu as dû choisir entre l'art plastique et le domaine scientifique. Oui. Qu'est-ce qui a déterminé ton choix? La survie. D'accord. Je me suis dit que je ne pouvais pas me permettre de galérer. D'accord. Il fallait vraiment que je puisse ne pas être en difficulté financière. Enfin, que j'ai un métier solide. Tu voulais dépendre de personne? Voilà. Alors, donc, c'était soit prof de maths ou prof d'art plastique. Alors, en tout cas, c'était soit l'enseignement, soit la médecine. Et puis, sur ce, mon père est tombé très malade, un cancer. Enfin, mon père était un grand alcoolique, tabagique. Donc, il a développé cancer de la gorge, cancer du poumon. Il est mort en l'espace d'1 an et demi à peu près. Oui. Et c'est moi qui me suis occupée de lui, qui a été l'intermédiaire en fait entre lui et les médecins. C'est à moi que les médecins parlaient alors que j'étais en première. Parce que ma mère était assez absente et puis comme j'avais l'air, comment on peut dire, très responsable. Dégourdie. Non, mais surtout très responsable. Du coup, tu prenais les choses en main. Donc c'est à moi qu'ils annonçaient les diagnostics, les choses. Ça a été dur? Ouais, ça a été dur, mais finalement, ça m'a fait découvrir le monde médical que je ne connaissais pas du tout, parce que ça n'existait pas autour de moi. Et puis, ça m'a donné envie de faire de la médecine, et ça m'a donné envie au départ d'être chirurgienne. Parce que j'avais vu mon père opérer, j'étais allée en réa, j'étais très présente, les médecins étaient plutôt très sympas avec moi, les infirmières et tout ça, ils étaient un peu
Oui, tout shooter. Ça t'a plu, quoi. Ça m'a plu. Et puis, quand j'ai eu mon bac et que j'ai dit à mon père, juste avant qu'il meure, que j'allais faire médecine, il était ravi. Donc, il était très heureux. Il a dit à tout le monde, voilà, ma fille va être médecin. Voilà. Du coup, c'est parti. Et ta mère Ma mère, c'est particulier. Ma mère, elle était du style à me reprocher de travailler le soir, de dépenser de l'électricité en travaillant dans les études. Voilà. Donc, elle a toujours... elle n'a jamais aimé mes succès, entre guillemets. Ça lui montrait ses échecs, peut-être. Oui. En quelque sorte. Donc, ça a été toujours difficile avec elle, alors que mon père était plutôt ravi à l'idée que je réussisse quelque chose. Il voulait que tu réussisses, quelque part. Alors donc, du coup, tu suis ce cursus. Tu as obtenu ton bac, puisque tu m'as dit que tu étais une excellente élève. Voilà. Donc, après le bac, qu'est-ce que tu fais? Raconte un peu comment alors, ça se passait. Après le bac, alors, du coup, j'ai rencontré quelqu'un... le premier amour de ma vie. C'était pas à l'adolescence, c'est plus tard. J'ai eu 2 amours. Le premier. Et puis, en fait, j'ai eu 2 grandes histoires d'amour. Et du coup, c'est avec ces personnes qui, en plus, étaient dans des conditions beaucoup plus favorables, avec des parents dentistes et tout ça. Et on a fait la préparation au concours ensemble, on a tout fait ensemble. C'était un partage? Oui, c'était un partage. Et du coup, on a fait médecine ensemble. On a commencé médecine ensemble. Quelle belle histoire. Voilà. Donc, c'était au départ une belle histoire. Bon, après, on était très jeunes et ça c'est un peu... voilà. D'accord. Voilà. Et ensuite, j'ai rencontré aussi en médecine mon mari actuel. Donc, quand tu as fait tes études de médecine, ça a coulé de source? Tu as réussi sans aucun effort? Oui, j'ai eu... là, c'était une période où il y avait déjà le concours de médecine. Bon, j'ai eu le concours la première année. J'ai eu le concours. Oh les mains. Oui, enfin, tranquille. Disons, assez tranquille. Je trouvais que c'était difficile quand même. Ouais. Je voulais travailler, mais ça ne posait pas de problème. J'étais boursière, donc j'avais quand même une petite autonomie. Enfin, c'était important. Mais dès le départ, tu as voulu être indépendante. Le plus indépendante possible, les petits boulots. Et puis, dès la fac, j'ai eu un engagement, alors pas vraiment politique, mais vraiment sociétal, par rapport aux droits des femmes, par rapport aux droits des patients, contre tout ce qui était le pouvoir médical, c'est le fait pour l'avortement. C'est le fait d'avoir eu cette scolarité et d'avoir vu des cas de patients qui t'ont donné envie, ou comment ça s'est déclenché? C'est vraiment, j'ai toujours été marquée par la défense des droits. Enfin, encore une fois. Les livres que j'aimais lire, c'était toujours des livres où quelqu'un défendait quelqu'un. Voilà. Okay. C'était vraiment... donc j'étais très sensible aussi aux histoires d'enfants qui étaient détruits par leur histoire. Tu t'es engagée? Donc je me suis engagée. Et je me suis engagée plutôt dans bien entendu des courants de gauche-gauche, voire d'extrême-gauche, mais jamais en engagement politique. C'est-à-dire que je fréquentais la LCR, je fréquentais tous les mouvements le milieu de gauche, social, le milieu anarchiste, puisque c'était eux qui faisaient bouger les choses. J'étais déléguée, on faisait pas mal de choses. Enfin, on s'est beaucoup battu pour cravacher, pour améliorer les choses. On pensait. Et qui donnait les idées? Tu faisais partie du groupe? Oui, on faisait partie. Voilà, on travaillait ensemble. On avait un groupe. Est-ce que c'est un peu comme aujourd'hui, ou à l'époque c'était totalement différent? C'était très différent parce qu'on y croyait. D'accord. Les mentalités ont changé. Ouais. On y croyait. On croyait qu'on allait changer le monde. Enfin, ça me donne envie de pleurer quasiment. Mais vraiment, j'y ai cru. Mais tous les jeunes pensent qu'ils vont changer le monde. Mais vraiment, j'y ai cru. Et donc, c'était sympa. C'était des groupes hyper sympas. Donc, tu réussis en médecine. Tu commences à prendre ton poste à partir de quel moment? Alors, en médecine... Vas-y, raconte. Médecine... Donc moi au départ, je fais médecine et je pense être chirurgienne, histoire de côté féministe un peu. Je vais y arriver. C'est un univers d'hommes. J'ai déjà été quasiment seule dans un univers d'hommes. Je sais faire. Qu'est-ce qui se passe? Je vais continuer. Et ce qui se passe, c'est que j'ai mon premier stage d'externe en chirurgie orthopédique et le premier bloc opératoire. Et alors là, c'est là où c'est parti en catastrophe totale. Qu'est-ce qui s'est passé? Je
te décris un peu l'ambiance. Oui. Donc, tu arrives dans un sas où normalement tu t'habilles. Oui. Tu mets le pyjama, etc. Tu te laves les mains, tu mets des gants, etc. Donc, c'est compliqué. En plus, c'est un peu stressant. Et puis, il y a le chirurgien et 2 internes en chirurgie, des hommes. Oui. Ils sont là, le dos contre le mur, et moi, je suis là, ma petite externe. Et puis, ils me regardent me déshabiller. Ah, d'accord. Donc, tu as 23 ans, tu dois te mettre en soutien-gorge et en culotte. Ouais. C'est le pyjama. Et puis, ils font des mimiques, des regards. D'accord. Ils sont très, très mal. Donc, Et puis, on rentre dans le bloc opératoire. Oui. Et puis, c'était une dame qui avait une fracture du col du fémur. Oui. On fait préparer la fracture du col du fémur. Alors, bien entendu, quand tu es externe, on te donne les écarteurs. Donc, tu tiens les écarteurs. Pour commencer. Donc tu tiens les écarteurs. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas. J'ai le sang et tout ça, ça allait très bien. Je n'étais pas du tout impressionnée par les interventions. Oui. J'avais vu mon père, il avait fait une péritonite, il avait une ventre ouverte. Enfin, j'avais vu plein de choses. Franchement, tu étais habituée de toute façon. Ça allait, ça allait. Et puis, je savais que c'était pour le bien de la personne. Et puis, ils prennent, donc il y a le cotyle. Oui. Le cotyle, c'est donc la partie du bassin qui reçoit la tête du fémur. Oui. L'articulation de la hanche. Et ils prennent la tête du fémur qui est cassée, ils la prennent en main et ils miment une pénétration. D'accord. Alors jusqu'au bout, quoi, tordu jusqu'au bout. Ah oui, d'accord. Ok. J'étais là. Donc d'abord complètement sidérée. Les infirmières qui avaient l'habitude qui riaient bêtement, enfin tout le truc où tu es entraîné, tu sais. Moi, je commence à blanchir. Ça t'a sidéré en fait. Ça m'a complètement sidérée. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Et puis, j'ai simplement dit, est-ce que je peux lâcher les écarteurs là maintenant? Ils m'ont dit oui, je suis partie. J'ai jamais pu remis les pieds dans un bloc opératoire. Complètement perturbé en fait. Ça m'a dégoûté complètement. Tu t'es dit, c'est juste pas possible. J'ai pas fait tout ça pour assister à ça. Donc, chirurgie, je raye. Oui, d'accord. Bon, après, on avait des gardes aussi. On était tellement en insécurité avec les chirurgiens, les internes en chirurgie. Ça, tout le monde le dit. Hein. Même actuellement. Même actuellement, je sais. Même en 2023, il y a beaucoup de jeunes filles, alors ça, je crache, qui ont arrêté carrément de faire médecine ou interne, même au jour d'aujourd'hui, parce que justement, elles ressassent exactement ce que tu es en train de dire. Et du coup, nous, les gardes étaient obligatoires, elles n'étaient pas payées. C'était du bénévolat. Oui, ça faisait partie de la formation. De notre formation, donc on n'était pas payé pour les gardes. Et on payait des copains pour faire les gardes à notre place, tellement on avait peur de les faire. Ah, mais c'est incroyable, on payait des pour copains. Pas se retrouver seule avec les médecins. Et voilà, j'ai vu ma fille quand elle faisait des gardes aussi, elle est biologiste, virologue. Elle est virologue, ma fille, maintenant à Saint-Louis. Et elle faisait venir son petit copain pendant les gardes. Pour être rassurée. C'est incroyable quand même. Ça n'a pas beaucoup changé. Non. Ta fille, c'est il n'y a pas si longtemps, je pense. Non. Et puis, dernière chose qui était complètement traumatisante, c'était quand on était de garde. En fait, pour manger, il fallait que tu ailles à l'internat. Enfin, tu avais le lieu de l'internat où tu mangeais. C'est un réfectoire? C'est une sorte de réfectoire, mais qui était géré par les internes. Et c'est là où tu avais des fresques pornographiques. Et alors, tu avais un système où il ne fallait pas parler de médecine quand tu étais au repas, dans la salle d'internat. Les salles d'internat. Ils avaient des habitudes, tu veux dire? Voilà, tu avais des trucs, tu avais plein de machins. Et si tu parlais médecine, tu avais des gages. D'accord. Alors, c'était comme cap ou pas cap. Ouais. Alors le gage des film français, cap ou pas cap. Les gages, c'était tu dois enlever ton sourire, tu dois faire ceci. D'accord. Et puis tu avais les scènes pornographiques sur le mur. Donc, c'était incroyable. Donc, non. Donc il fallait échapper à ça. Donc chirurgie. Pareil. Après, j'avais pensé à obstétrique, possiblement. Mais alors je vais te poser une question pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que c'est si facile que ça de changer d'un seul coup quand on a visé, par exemple, d'être chirurgienne, de rechanger, de prendre. C'est possible oui, tout à fait, parce que tu fais plusieurs services, donc tu prends pas ta décision tout de suite. C'est assez tardivement en fait que tu te spécialises.
spécialise. Donc, et là, tu choisis? Et là, je pense à obstétrique. Bon, je fais quelques accouchements, etc. Mais je n'aime pas non plus trop l'ambiance, la façon dont sont traitées les parturientes, les femmes qui accouchent, tout ça, ça me plaît pas. La difficulté. Pédiatrie. Franchement, Pédiatrie. c'était pas possible. Enfin, je veux dire, c'est des niveaux à peu près. C'est quoi qui t'a pas plu en pédiatrie? En pédiatrie, c'est-à-dire qu'ils avaient un mépris pour les enfants. D'accord. Les enfants, ils appliquaient des recettes. On laissait pleurer. Voilà. Et puis on était à une époque où il y avait eu ce qu'on appelle la sectorisation en psychiatrie, c'est-à-dire qu'il y avait eu une grande ouverture des hôpitaux psychiatriques, il y avait eu des grands humanistes, des psychiatres humanistes. Qui se penchaient sur la psychiatrie. Oui, avec toute une remise en question. Et c'était vraiment la spécialité où il y a eu toute une période où il y avait une ébullition d'idées, avec des idées de changement, le droit des patients, le respect, enfin plein de choses pour améliorer, toute une remise en cause de la notion de folie, enfin plein de choses comme ça. C'est pour moi. Ouais. Je me suis dit c'est pour moi. Et puis en plus moi le relationnel, c'était ça qui me passionnait. Ce que j'aimais moi, c'était non seulement faire un diagnostic et tout ça, mais c'était comprendre la personne, échanger sur son histoire, le contexte, pourquoi elle était malade, enfin, tout ça, ça m'a toujours... Tu cherchais à comprendre en fait. Oui, parce que, et ça je l'explique d'ailleurs dans mon livre, c'est vraiment la maladie de mon père. J'ai toujours été absolument persuadée qu'il était mort de son enfance. D'accord. Donc je savais qu'il avait eu une enfance catastrophique. Ensuite, il s'était engagé juste à la libération en Indochine. Il a fait 2 ans en Indochine sur un bateau hôpital. Tu t'es dit que c'était lié et que tu allais voir dans cette voie-là pour voir si tu pouvais remédier à certaines choses en fait. D'accord. Ouais, c'était pas pour moi au départ. Non, pour les autres, toujours pour les autres. Enfin, depuis le début, c'est pour les autres. Hein. Ouais. Et puis je suis arrivée. Alors du coup, j'ai commencé. Donc j'ai décidé de passer l'internat en psychiatrie. Donc c'était un concours. Après avoir fait aussi un peu de médecine scolaire, j'ai voulu voir. Tu as touché un peu à tout, hein? Oui. Et puis j'ai vraiment fait beaucoup de médecine. Enfin, parce que parfois, tu as des psychiatres qui ont fait que de la psychiatrie. Moi, ça m'intéresse. La médecine m'intéresse beaucoup. Tu as mis des enfants au monde. Tu as fait un peu tout. Moi, j'ai fait un peu de tout. Oui. Et donc, je me suis retrouvée dans un... Alors, en fait, c'était particulier parce que tu faisais à la fois l'internat d'un côté et tu faisais ce qu'on appelait le certificat d'études spéciales parallèlement. D'accord. Qui maintenant est regroupé les deux sont regroupés. Donc ça, j'étais à Necker pour faire mon certificat d'études spéciales, avec vraiment un chef de service qui était un humaniste, qui était vraiment très ouvert. Donc tu es bien tombée. Je suis bien tombée, donc j'ai appris plein de choses, en psychothérapie. Les profs ont beaucoup compté pour toi. Ouais. Et puis ensuite, j'ai commencé mon certificat d'études spécialisées et j'ai passé l'internat. Et alors là, l'internat, c'était la catastrophe. Je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique. Et alors pourquoi là, ça a été la descente aux enfers. Ouais. Mais j'étais engagée. Alors explique-moi pourquoi la descente aux enfers. Tu veux que je te raconte mon arrivée à l'hôpital psychiatrique premier. Alors donc je suis nouvellement interne et j'arrive pour mon premier stage d'interne. Donc interne, toi, tu as de grosses responsabilités. Tout ça, tu arrives dans un service. Oui. Déjà, j'arrive à l'hôpital Villejuif. C'est un asile, c'est une ville. Tu rentres là-dedans, c'est plein de blocs, de bâtiments. C'est immense. Tu as plein de gens qui sont là en train d'errer. Et tu arrives dans le service où tu es reçu. Là, c'était une chef de service qui tient un discours qui me paraît complètement incohérent, mais surtout qui nous dit voilà, on va vous faire visiter les services, c'était dans la matinée, et puis vous allez aller au réfectoire pour manger avec nous. Et pour aller tu vas voir, pour aller au réfectoire, il fallait traverser une grande pièce où il y avait tous les patients qui avaient, on appelait des arriérés mentaux. Des troubles cognitifs gravissimes, des pathologies, et qui ne parlaient pas dans l'ensemble, qui étaient tous nus, habillés juste avec la chemise, tu sais, nouée derrière la nuque, avec des fesses partout. Toi. Oui, je vois. Et on traverse ça, nous, bien habillés et tout. Et tu vois tous les gens qui nous regardent parce qu'on est jeunes, beaux, bien habillés.
Et tu t'aperçois rapidement que les patients ne sont jamais vus, qu'ils ont développé des pathologies somatiques très lourdes, qui ne sont jamais été prises en charge. Et comme moi, ils sont un peu laissés comme à l'abandon. Oui, alors moi j'ai eu un statut spécial parce que comme j'étais très formée en médecine, du coup je suis devenue un peu le médecin aussi. D'un peu tout le monde. De tout le monde, et du coup je faisais les diagnostics. Et puis j'ai vu les patients, mais c'était un milieu où c'est un milieu avec des clés, où tu es tout le temps en train de fermer, c'est fermé. Il y avait les cris aussi. Les cris, les hurlements. Enfin, mon mari il se rappelle toujours quand il m'appelait, c'était dans un deuxième service, et il y avait un patient qui ne supportait pas que je sois au téléphone, et qui se mettait à tout casser quand j'étais au téléphone. Et il hurlait, Jean-Pierre, il me dit, mais c'est pas possible. Ouais. Enfin bon, c'était... et puis, c'était d'une violence inouïe, quoi. Enfin, l'enfermement était d'une violence inouïe, la non prise en charge des patients était d'une violence inouïe. Alors moi, déjà, lors de mon certificat d'études à Necker, je posais systématiquement... je m'intéressais à la vie des gens, donc je leur posais des questions. Et puis pour moi, il était évident que si on allait mal, c'est qu'il s'était passé des choses graves. C'est dû à quelque chose. Voilà, ça tombait pas du ciel comme ça. Et donc je leur demandais ce qui leur était arrivé dans l'enfance, et ils me racontaient leur histoire. Et leur histoire, c'était toujours des violences extrêmes, quoi, des trucs horribles. Enfin... Donc malgré cet état un peu des fois végétatif, ils arrivaient à communiquer. Oui, surtout que tu t'intéresses à eux. D'accord. Alors tu as pris conscience qu'à partir du moment où tu t'intéressais à eux, en fait ils avaient une réaction. Oui, ils avaient une réaction. Ils parlaient. Et puis, tu vois comment je suis. Moi, je mets tout le monde au même niveau. Donc, je me positionnais pas du tout en la personne qui a l'autorité, qui a le savoir et qui met à distance les gens. Je te pose cette question-là parce que j'ai beaucoup connu Villévrard par l'intermédiaire d'un membre de ma famille qui était malade, gravement malade, certaines pathologies dont tu viens de décrire. Et en fait... finalement, ça pose question. Parce que, d'après toi, finalement, il suffit juste de s'intéresser à certains cas pour que les personnes se libèrent quelque part. Déjà, oui. Déjà, elles existent. D'un seul coup, elles existent. Elles sont vues uniquement au travers de leurs symptômes et de leur prétendue pathologie. Et puis, elles ont une soif d'échanger, de parler, d'être reconnues. Et puis alors, toujours, moi, mon truc, rendre justice aux personnes. Voilà, donc j'étais dans ce système-là. Est-ce que tu as commencé justement à leur poser des questions et en même temps à écrire ? Oui. Voilà, je veux savoir comment t'es venue toutes ces thèses, parce que tu as des thèses incroyables. Tu es quand même une précurseuse. Hein, moi, je suis têtue. Oui, voilà, quand je ne comprends pas quelque chose... tu cherches. Non, alors, parce qu'il faut voir aussi... Il y a deux autres choses. Il faut voir aussi qu'on était imprégné par la psychanalyse. Oui. La psychanalyse, on nous parlait du complexe d'Oedipe, de l'époque. De l'époque. Donc, avec le complexe d'Oedipe, avec tout ce qui était vraiment des pulsions de mort qui venaient de la personne comme ça. Sans trop savoir pourquoi. Voilà. Et puis une vision quand même très, très culpabilisante de la personne qui était responsable de ces symptômes, en fait. D'accord. Donc ça, moi, ça me paraît profondément injuste. En plus, je sentais bien que ça me touchait aussi moi dans mon histoire et tout ça, et je trouvais ça et tu n'étais pas totalement d'accord avec ce que tu entendais? Non, je n'étais pas du tout d'accord avec ce que j'entendais. Je pouvais, sur le plan intellectuel, il y avait des choses qui pouvaient être très intéressantes, mais c'était très intellectualisé. Et quand aussitôt qu'on passait dans la clinique, là, ça posait des problèmes, quoi. Après, ce qui m'intéressait dans la psychanalyse, c'était plutôt la recherche, tout le travail de décryptage des rêves, des cauchemars, des symptômes. Ça m'intéressait. Et c'est pour ça que tu as pris énormément de notes, voilà. que tu as regroupées. J'ai regroupé. Alors, on était aussi, on avait des supervisions, donc on parlait des situations qu'on suivait, parce que très rapidement, on avait des responsabilités, on prenait en charge des patients tout de suite. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as eu des difficultés avec des supérieurs à toi qui n'étaient pas du tout d'accord avec tes méthodes de fonctionnement? Alors, en fait, pas tant que ça, tout simplement parce qu'au départ, quand j'étais à Necker, c'était vraiment un univers où on était très libre et puis très, très éclectique, très humaniste. Donc franchement, on pouvait faire un peu comme on entendait. Et puis ensuite, comme j'étais indispensable par rapport à la prise en charge médicale des patients, ils me laissaient une paix royale. Enfin, je veux dire, ils me laissaient faire ce que je voulais. Parce que tu faisais vraiment un peu tout. Et en fait,
C'était une perle. On appelait ça la réunionnite aiguë. Ils étaient tout le temps en train de se réunir pour parler des choses. Mais finalement, ils étaient très contents d'avoir quelques internes qui, eux, faisaient le boulot et allaient voir les patients et les voyaient. En fait, ils déléguaient. Voilà, ils déléguaient. Voilà. Après, c'est un univers que j'ai trouvé d'une violence inouïe. Alors, il faut voir que, par exemple, à Villejuif, il y avait de la prostitution. T'as fait Villevra? Non, j'ai pas fait Villevra. C'est quelque chose. Hein. Ouais. Pour moi, pour y être passé plusieurs fois enfant, parce que j'avais un parent là-bas, je peux te dire que ce que tu as décrit tout à l'heure, l'effet salaire et tout, ça marque, effectivement. Et puis, vraiment, des gens qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans, qui étaient installés là. Et puis, une politique. Et alors, c'est ça le problème aussi, qui était vraiment... qui m'a été insupportable, c'est que d'un seul coup, on a décidé qu'il fallait faire sortir tous ces gens-là. Pour qu'ils aillent où? Voilà. Ils avaient des familles. Enfin, tu voyais, le plus souvent, il n'y avait plus personne qui venait les voir depuis très longtemps. Tu vois, ils étaient là depuis 30 ans. Donc, ils avaient créé leur vie là. Ils avaient organisé leur... Et ça a été du jour au lendemain. Du délire. Et ils ont comme ça commencé à sortir des personnes avec des appartements plus ou moins thérapeutiques et tout ça. Et puis, ils se sont aperçus qu'il y avait de la casse très importante. Les gens mouraient rapidement. Enfin, ils avaient une espérance de vie qui était déjà pas... Beaucoup de suicides. Oui, et puis même de mort. Enfin, les gens, ils avaient déjà telle pathologie, tout ça, qui mouraient très rapidement, ou ils avaient des accidents. Enfin, voilà. Donc après, ils se sont un peu calmés. Et normalement, j'aurais dû continuer à travailler dans ce... Parce que voilà, je pouvais être ce qu'on appelle praticien hospitalier, faire une carrière, où j'aurais été chef de service ensuite et tout ça. Et puis d'abord j'ai dit oui, puis après je me suis dit non, c'est pas possible. Pourquoi tu t'es rétractée? Parce que je me suis pas vue. Faire ça toute ta vie. Je me suis dit que j'allais y perdre mon âme, quoi. C'était pas possible. Tu allais y perdre ton âme. Ouais, vraiment. C'était d'une telle violence. De toute façon, tu étais obligé quasiment de te dissocier, quoi, pour pouvoir supporter. Est-ce que tu étais obligé de te dissocier quand tu as déjà subi ou que tu as eu un problème, puisque après tu as écrit des livres, on a vu le résultat. Mais est-ce qu'une personne qui n'a eu aucun problème, elle est obligée de se dissocier aussi? Oui, c'est insupportable. D'accord. Totalement insupportable. Et puis du coup, tout est fait pour que tu te dissocies dans cet univers. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Alors juste, je voulais rajouter qu'un des éléments qui a été très important, parce que j'en parle aussi dans mon livre, ça a été la découverte de la Shoah à l'âge de 13 ans. J'ai découvert, alors allez savoir pourquoi, parce qu'il y a toute une partie de ma famille du côté de ma mère qui était pétainiste, enfin bon. D'accord. Un peu l'horreur. Mais il y avait des livres sur Treblinka, sur les camps de la mort, etc. chez moi, que j'ai lu. Sur les camps de la mort. Après, j'ai fait des cauchemars, etc. Et je me suis complètement identifiée. Donc ça t'a atteint au plus haut point, oui. Comme souvent les victimes de violences sexuelles le font. Donc, et que ça, vraiment, ce qui me choquait dans ce que je lisais, dans les témoignages, Primo Levi, etc., c'est de voir à quel point ils avaient été confrontés à une violence d'une cruauté sans nom, enfin inhumaine, totalement inhumaine. La barbarie. La barbarie. Mais que quand ils revenaient, c'était comme si tout ça n'avait quasiment pas existé, qu'il fallait qu'ils rentrent dans le moule et qu'ils fassent comme si... et ça me brisait le cœur. Enfin, je me disais que c'était pas possible. D'accord. Et pourtant, je ne connaissais pas de victimes de... Enfin, j'avais pas dans mon entourage de gens... Et après, j'ai rencontré mon mari qui, lui, a une famille où il y a eu des gens assassinés pendant la Shoah. Et là, j'ai accompagné les choses, j'ai même redécouvert, faire des recherches avec lui. Il t'a raconté pas mal de choses, tu as fait des recherches. Voilà, j'ai fait des recherches pour lui, pour sa famille, parce qu'ils avaient occulté complètement la sœur de son père, qui s'appelle Dina. Elle est morte à Sobibor, donc avec aucune chance. Elle a été raflée, c'est la rafle de Marseille, en janvier 1943. Tu dis qu'il l'avait occultée. Elle n'existait pas. On n'en parlait pas. C'est moi qui ai commencé à poser des questions.
Et puis, ils ne savaient même pas où elle était morte. Mais ils n'en parlaient pas parce que c'était tabou, parce qu'ils ne voulaient plus du tout y penser. Ils voulaient pas c'était tabou. Ouais, c'était tabou. Fallait pas en parler. Voilà. Et du coup, moi, j'ai mis les pieds dans le plat. Ah bah. Et on a fait des recherches. Et j'ai entraîné mon mari. Et on a découvert dans quel convoi. On a tout trouvé. Et on a découvert qu'elle avait été donc envoyée. Je te coupe. T'as pas eu peur pour ton mari? En fait, quand tu veux toujours aller au bout, tu voulais rechercher la vérité, mais à un moment donné, tu t'es pas dit que ça pouvait lui le fragiliser, ou alors tu t'es dit non, ça va être une force? Ah oui, ça, je me suis dit que ça allait être une force. D'ailleurs, ça a été une force. C'est important. Non. Et puis il a vraiment adhéré. On a vraiment fait ce travail-là. Et j'ai même fait toute une démarche chez les libéraux pour convertir au judaïsme. D'accord. Je suis pas du tout pratique. Tu t'es convertie. Mais je me suis convertie. C'était aussi pour les enfants. Enfin, voilà. C'était au nom aussi de cette femme, par choix. Voilà. Bon. Donc c'est toute une trajectoire assez compliquée. Au final, personne n'est pratiquant, je veux dire, mais bon, l'identité juive est là, la connaissance de ce que c'est que l'antisémitisme, la violence que ça peut avoir. Oui, et pour mon mari, ça m'avait marqué parce que donc c'était un interne brillant que je trouvais très intelligent, plus il est pianiste. Ça, c'est les yeux de l'amour. Voilà, les yeux de l'amour. Il est pianiste, il joue remarquablement bien du piano, tout ça. Enfin bon, il était très brillant intellectuellement, donc j'ai été vraiment amoureuse de lui. Mais surtout, ce que j'entendais, les propos antisémites. Ça fait mal. Et ça, franchement, et que lui n'entendait pas, il pensait pas. Moi, comme j'étais extérieure, bien sûr. J'entendais tout ça et ça m'avait marqué aussi, vraiment. Et puis, c'est aussi en réaction contre ma famille. J'ai bien compris. Quand ma grand-mère, ma mère est décédée, j'ai trouvé plein de trucs pétins. Tu nous l'as dit tout à l'heure, et du coup, quelque part, c'est pour ça que tu as lu et que tu as cherché à comprendre l'histoire. Et que, aussi, quelque part, tu t'es convertie aussi. C'est un peu un tout. Une façon de préparer un peu les choses. Voilà, et de me mettre du côté des victimes. Ouais. Donc, toujours du côté des victimes. Encore une fois. Bon, problème, la fille. Voilà. Alors, du coup, tu es dans ce service, tu t'es dit non, je ne vais pas rester. Donc, là, tu décides quoi? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais eu déjà un premier... En fait, c'est particulier, ça a vraiment été un coup de foudre avec Jean-Pierre, parce qu'on s'est rencontrés en avril 79 et on s'est mariés en novembre 79. Ah oui, quand même, effectivement, un vrai coup de foudre. Voilà. Donc, et on a eu notre premier enfant en 81. Donc très rapidement. Après, j'ai passé mon internat, tout ça, alors que j'étais maman de Laure. J'ai fait compliqué. Ça, j'ai fait ma thèse, mon certificat de psychiatrie, mémoire. Est-ce qu'il y a des moments où tu as cru que tu allais baisser les bras ou pas? Parce que c'est compliqué quand on est maman. Ouais, non. Pour moi, tu t'es dit, tu vas y arriver. Ouais. Je travaillais le soir, j'avais une force de travail. Je travaillais jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Comment tu faisais en fait? Tu répertoriais ton temps? Oui. Donc je m'occupais de ma fille énormément. D'accord. Elle a été très peu gardée, tout ça. Et puis je travaillais le soir, je travaillais la nuit. Et puis, comme Jean-Pierre, il joue du piano aussi le soir. Enfin bon, ça tombait bien, on était accordés. Et ensuite, j'ai eu une fille, 5 ans après. J'ai mis un peu de temps parce que je pense que il y avait trop de choses, quoi. C'est compliqué, pas tout de suite. Donc, j'ai eu Maude. Oui. Et puis ensuite, j'ai eu Rémi au moment où justement je finissais mon internat et où normalement je devais prendre ce poste. D'accord. Et j'ai décidé de m'occuper de Rémi pendant 3 ans. En fait, j'ai tout arrêté. Tu as occulté ta carrière un peu. J'ai occulté ma carrière. J'ai gardé une consultation à Necker. J'ai gardé des patients que j'avais depuis le départ. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as gardé ta... Voilà, donc j'avais une quinzaine de patients que je suivais, que je continuais à suivre. Et puis sinon, je me suis occupée de mes enfants. Et quand j'ai passé ma thèse, ça, là, j'ai décidé de m'installer. On s'est installé avec mon mari, qui est cardiologue. Oui. On s'est installé ensemble. Donc ça a été un très bon choix, je pense. Parce que... Et je me suis installée, toutes les idées que j'avais, tout ça, avec mes patients et tout ça, c'était tellement... Elle t'envahissait? Disons que les questions, le questionnement et tout ça, alors c'est un peu aussi particulier parce que c'est aussi des rencontres comme ça.
j'avais un ami interne qui a fait qui a dû faire son service militaire et il l'a fait en psychiatrie et il avait décidé de faire sa thèse sur le trauma. D'accord. À un moment où on en parlait très peu du trauma. Enfin, on parlait de névrose traumatique en psychanalyse, mais le trauma de guerre, etc., on en parlait très peu. Alors, du coup, ça m'a beaucoup intéressée, déjà pour mon père, parce que je voyais que ça correspondait complètement à ce qu'avait vécu mon père. Et puis j'ai commencé à découvrir le trauma, les symptômes du trauma et tout ça. Et puis du coup, ça parlait pour tous mes patients, ça parlait pour moi, ça parlait pour tout le monde, quoi. Et... Alors en fait, tu as commencé à t'intéresser à son travail, et ça te parlait. Oui, ça m'a fait écho en fait. Ça m'a fait écho. J'ai fait une thèse vraiment très intéressante sur la guerre d'Algérie et sur justement tous les vétérans de la guerre d'Algérie. Et là, du coup, il y avait plein de références et j'ai commencé à lire. Et il y avait trop de jusqu'à maintenant, j'avais la névrose traumatique, on connaissait la névrose traumatique, mais là, ça devenait vraiment l'état de stress post-traumatique, le trouble psychotraumatique, et puis là, justement, tout ce qui est flashback, la réminiscence et tout ça. Et puis là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tous les mécanismes, à comprendre, à essayer de comprendre. Tu as commencé à tout relier. Oui, à tout relier. D'accord. Et alors, ce qui a fait exploser les possibilités, c'est l'avènement d'Internet, parce que j'avais déjà bien travaillé sur tout ça. De toute façon, tous les patients qui venaient me voir au cabinet, ça marchait très fort, le cabinet, très rapidement. Et tous les patients, toutes les patientes, essentiellement des patientes, mais il y avait aussi quelques patients qui venaient me voir, tous avaient vécu des maltraitances très graves, presque tous avaient subi des violences sexuelles. Presque tous avaient subi des violences sexuelles. D'accord. Donc, et puis je retrouvais des symptômes, je retrouvais plein de choses. Et puis là, j'ai commencé à me dire que tout ça, c'était pas lié aux personnes, et que c'était vraiment lié au trauma. Et à essayer donc il y avait une sorte d'affiliation. Voilà. D'accord. Alors du coup, j'avais les documents que j'avais jusqu'à maintenant. On n'avait eu aucune formation. Il n'y avait rien. Et puis, avec l'avènement d'Internet, en fait, mon mari a été un des premiers à s'informatiser. C'est ce que j'avais posé comme question. Je me suis dit, quand même, tu as commencé... Tout de suite, il a tout de suite appris à, comment dire... je ne sais plus comment on dit, mais tu sais, il avait le langage. Il a surfé, quoi. Non, c'est pas le surf. C'était au départ, il avait des ordinateurs qui servaient qu'à faire. Tu parles du Minitel, toi? Non, pas du tout. C'est vraiment l'informatique dure. C'est-à-dire que lui, il a pris des cours d'informatique studieux, et avec le langage informatique, tu sais, les langages informatiques, parce que du coup, c'était pas du tout convivial comme maintenant. Il fallait que tu traduises tout. Donc, il s'y est mis tout de suite. On a eu tout de suite des ordinateurs. Dès le départ, dès qu'il y a eu des ordinateurs disponibles, on en a eu. Et puis, du coup, très rapidement, avec le développement d'Internet, dès le début d'Internet, moi, j'ai fait des recherches. Et en fait, je me suis connectée avec d'autres médecins, particulièrement aux USA, au Canada, qui faisaient des recherches aussi sur le trauma et qui ont toujours fonctionné. J'ai continué à fonctionner exactement comme eux, qui partageaient énormément. Donc, tu as été voir à l'étranger. Voilà, j'ai été à l'étranger. Donc, j'ai lu plein de travaux. J'avais fait une formation, j'avais commencé une thèse au départ en neuro. J'avais fait pas mal de neuro. Donc, je connaissais très bien la neuro. Donc, moi, ça me parlait très bien, tout ce qu'il y avait dans le cerveau, la neuroanatomie, les IRM. Donc, tout ça, j'ai c'est-à-dire en live, quoi, vraiment au fur et à mesure que ça sortait, j'ai été branchée là-dessus. Oui, tu as affilié un peu. Et puis après, j'en ai pas démordu. Je me suis dit, il faut comprendre. Et puis, il faut comprendre. Et puis, comprendre pour rendre justice. Pour dire, tout ça, ça s'explique. Tout ça, c'est pas de la folie. Est-ce qu'il y a des moments où tu as bugué? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es trouvé face à un mur et qu'il y a des choses que tu n'arrivais pas justement à regrouper? Ça t'est arrivé à certains moments? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que tout a été assez harmonieux. J'ai commencé à écrire. Alors, écrire pour ce fameux livre noir, ça faisait plus de 10 ans que j'étais dessus, quand même, que je travaillais dessus. Donc, j'ai travaillé, je prenais des notes. Déjà depuis Ville Juive, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, avec mes patients, on était vraiment dans une relation. Alors, dans une relation vraiment totalement
évidemment, vous étiez les propres experts aussi de leur ça. Et moi, je leur soumettais mes hypothèses. Du coup, on voyait si ça fonctionnait, ça fonctionnait C'était donnant-donnant, en fait. Oui, enfin, c'est même pas donnant, c'était des échanges humains. Enfin, et puis que je leur disais, moi, je pense que si ça se trouve, parce qu'au départ, j'étais pas sûre, hein, mais je pencherais pour l'hypothèse. Est-ce que ça viendrait pas de ça? Est-ce que ça expliquerait pas ça? Et puis voilà. Et puis moi, ce que j'ai appris, je leur disais ce que j'apprenais au fur et à mesure, la mémoire traumatique. Je faisais des recherches avec eux. On faisait des recherches aussi sur. On va chercher. Et qu'est-ce que tu as commencé à constater sur ces patients-là, par exemple? Que ça changeait leur vie, d'un seul coup, de comprendre pourquoi ils avaient tel et tel symptôme. Est-ce que tu as des patients qui ont été presque complètement guéris? Ça t'est arrivé? Oui. Qui avaient des énormes pathologies? Oui, des énormes pathologies et qui ont... j'ai des jeunes comme ça qui étaient considérés comme psychotiques, déscolarisés, qui ont fait des études secondaires après, qui ont... Ça, c'est beau, ça. Ça aussi, il faut le dire. Et puis qui ont vécu une histoire d'amour, qui ont même eu des enfants alors que c'était absolument impensable. On aurait dit que c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Non, j'ai plein de belles histoires. Et là, tu t'es dit que tu es dans le vrai. Ouais. Alors après, ce qui a été très très dur, c'est que j'ai eu quelques patients qui sont avérés être des agresseurs. D'accord. Qui étaient vraiment dans la manipulation. Et comment tu l'as géré, ça? Alors, chez les hommes, je repérais bien. Enfin, je me suis jamais été déstabilisée par des hommes agresseurs. Enfin, très rapidement, je disais que je ne pouvais pas continuer. Oui, il fallait que ça s'arrête. Voilà. Puis eux, ils n'avaient pas envie de continuer avec moi aussi. Ils comprenaient que de toute façon, le discours que j'avais, ça les arrangeait pas du tout. Du tout. Tu ne rentrais pas dans leur jeu. Non. Mais en fait, j'ai eu quelques femmes. Alors bon, en plus, c'est ma mère qui a été à l'origine de toutes les violences que j'ai subies. Oui. Donc j'avais un point aveugle un peu vis-à-vis de ça. J'ai plus de mal en quelque sorte plus de mal. Et au départ j'ai été vraiment baladée par certaines quelques patientes. Et heureusement j'ai vu leurs enfants parce qu'il y a eu des situations où elles m'ont et puis du coup qui m'ont parlé, donc j'ai repéré toutes les violences. Enfin, j'ai compris ce qui se passait. Oui. Mais ça a été assez douloureux. Ça a été et comment tu faisais pour justement qu'il n'y ait pas d'impact sur toi? Quelle a été ta barrière en fait? Comment tu as fait pour justement que ça t'atteigne pas plus que ça? Alors, c'est compliqué, hein, mais... Ouais, c'est compliqué. Alors, je pense que j'étais tellement dans une bataille, enfin dans un combat, dans une mission. Peu, malheureusement, c'est un peu de cet endroit-là, qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose, que c'était essentiel, un peu comme tous les combats que j'avais faits, etc. Que du coup, j'étais quand même un peu dissociée, il faut que je reconnaisse. J'étais un peu déconnectée de mes propres... mes propres émotions et mes propres limites. Tu l'avoues après, parce que tu as fait pas mal d'interviews où tu le dis pas vraiment. Tu le dis aujourd'hui, mais tu le dis pas vraiment. Non, je dis pas vraiment, mais c'est vrai que, en tout cas, j'avais ce discours que je repère bien chez tous mes patientes où, non, ça c'est pas grave, ça je peux supporter ça. Ça passera. Ça passera. Et puis je donne sans compter et je fais pas attention jusqu'à ce que j'ai quand même des alertes physiques importantes. Et puis j'étais dans un système où si je veux continuer à batailler pour changer le monde, puisque j'étais un peu dans ce registre-là, depuis le début, hein. il faut que je prête aucune faille. Donc il faut que je montre aucune faille. Il faut jouer d'une solidité à toute épreuve, sans être dur, hein, parce que j'ai jamais été. Mais il faut surtout pas que je m'écoute, pas que j'écoute mon corps, faut pas que je sois malade, j'ai pas le droit d'être malade. D'accord. Donc pour moi, ça aurait été une catastrophe totale, tu vois, de savoir que j'avais une bonne pathologie qui a bien évolué, mais je ne voulais rien savoir. Enfin, je voulais pas, voilà, je voulais pas. Comme beaucoup de personnes qui au départ sont dans le déni. Ouais. Voilà. Donc et puis bon, je savais beaucoup de choses sur ce qui m'était arrivé. Je savais que j'avais eu une enfance catastrophique, mais là aussi, je laissais ça un peu de côté. Tu savais qu'il y avait un trou noir jusqu'à ça, je savais que j'avais voilà, un trou noir complet. Et puis je savais que j'avais plein de flashs, j'avais plein de trucs. Enfin, la nuit, je savais qu'il y avait des images, que j'avais des représentations.
Et ça a beaucoup aidé mes patients parce que du coup, j'en savais quelque chose de toutes les représentations, la colonisation par l'agresseur qu'on peut avoir et toutes les représentations vraiment très violentes qu'on peut avoir dans la tête, on ne sait pas d'où ça vient, des représentations catastrophiques sur la sexualité et tout ça, bien entendu. Tes patients arrivaient tout de suite, ils te faisaient assez confiance pour parler de sexualité oui. Dès le départ En fait, très rapidement, j'ai vu que c'était ça qui faisait souffrir horriblement aussi toutes les patientes. Ce que je veux savoir, c'est si ça a été facile, parce que toi, tu l'as constaté, puisque c'était professionnel, et puis tu as touché un peu à tout. Mais est-ce que c'était facile pour toi d'arriver à leur faire dire les choses, de parler de sexualité? Parce Alors, début, dans l'ensemble, oui. En fait, ça se passait un peu comme ça. C'est-à-dire que je disais, bon, bah voilà, là, à l'évidence, j'expliquais le trouble psychotraumatique, comment ça fonctionne, etc. Ah, tu expliquais d'abord. Voilà, j'expliquais beaucoup. Puis on sait maintenant, enfin, il y a plein d'études qui montrent que c'est 50% de la prise en charge, c'est de donner toutes ces explications sur les mécanismes. Hein. Et puis je leur disais, il est habituel, quand on a vécu ce que vous avez vécu, ce que vous me décrivez, d'être envahi par telle et telle chose. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu dédramatisais. Voilà. Donc, c'est habituel, c'est un symptôme, et ça s'explique, c'est une colonisation, c'est pas vous. D'accord. Donc, c'est facile. Donc d'accord, j'ai compris. Voilà. Et ça marche très bien aussi pour les enfants. Si on leur dit ça, on est en train de faire un livret, là, justement, pour les enfants, sur ce registre-là. On leur dit, non, ce que tu as dans la tête, ça vient pas de toi. Hein. Il est excellent, d'ailleurs, je l'ai pour mes enfants. Il est excellent, ils comprennent très bien les choses. On va en faire un deuxième qui sera plus ciblé, justement, sur les conduites dissociantes, sur peur de faire mal, peur de... pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Très bonne idée. Voilà. Donc en fait, tu fais tout ça, tu fais des recherches parce que ton mari tout de suite est sur le net, tu surfes, tu corresponds avec des gens de l'étranger, tu continues de chercher sur les traumas, tu continues de recevoir tes patients. Et puis, parce qu'il ne faut pas oublier que mon engagement féministe du départ de la fac, ça a démarré à la fac, du début à la fac. Tu as arrêté la chirurgie à cause de ça, voilà. Quand même. Hein. Ça a continué. C'est pas rien. Et puis au travers de mes patients, j'étais en contact avec toutes les associations féministes, j'ai travaillé avec le collectif féministe contre le viol, avec l'association contre la violence faite aux femmes au travail, avec toutes les associations féministes. Je dirais que ça t'a apporté quoi d'être avec toutes ces associations? Ça t'a donné un plus? Oui, ça m'a donné un plus en termes d'engagement, de penser l'engagement social. Et surtout, ça m'a donné un plus par rapport à un engagement face à la justice. D'accord. De vraiment penser ce qui pouvait... parce que là, on était tous ensemble, tout ensemble, à réfléchir à comment améliorer les prises en charge judiciaires. Et puis, le droit, ça m'a passionnée. Enfin, je me suis vraiment... comme j'ai une assez grande puissance de travail, donc je me suis mise sur le droit aussi, tu as cherché. Voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai pu faire des propositions, j'ai pu lancer des campagnes, donc du coup... Plein d'idées. Et alors ce qui a fait vraiment basculer les choses en termes de puissance d'action, ça a été la création de l'association en 2009. En fait, tout simplement parce que j'avais une déléguée aux droits des femmes du 92 qui voulait me faire une subvention pour faire ma première plaquette, qui date de 2008, la première plaquette d'information. Ça, j'avais compris, on avait fait une enquête auprès des victimes, auprès des professionnels, que l'explication des psychotraumas, ça changeait la donne totalement. Ça manquait. C'était très difficile d'accéder. C'était inexistant. C'était inexistant. Donc, du coup, on a fait une enquête et tout ça, et on a eu une subvention pour faire une plaquette. Donc, on a fait cette première plaquette, avec cette première enquête. Et puis, mais pour pouvoir avoir la subvention, il fallait avoir une association. Aïe. Donc, on a créé une association avec deux amis. C'était facile en 2008 ou pas? De quoi? De créer. Oui, finalement. Enfin, pour moi, c'était un peu étranger. Mais en fait, finalement, ça s'est avéré facile. Et puis, très rapidement, avec mon mari et puis ma fille, particulièrement Laure, qui elle avait fait les Beaux-Arts, Sciences Po, Com, etc., m'a dit, mais il faut que tu aies un site. Oui. Donc elle m'a mis en contact avec les bonnes personnes et on a très rapidement fait un site. Et là ça a commencé à vraiment
avoir un impact. C'est vrai que c'est important, les bonnes personnes, pour avancer en tant qu'association. Et le bureau, c'est toujours le même depuis le départ, ça n'a pas changé. Depuis 2009. Et puis, c'est des gens avec qui il y a une confiance absolue. Quoi. C'est des gens avec qui c'est Sorna Fall, qui est vice-présidente. Judith Trincard, elle, c'était au travers de tout ce qui était abolitionnisme, prostitution, contre la prostitution, le système prostitutionnel. Et puis, qui est médecin, et puis mon mari, et puis moi. Donc, on est un bureau, plus Laure qui venait en renfort, ma fille aînée qui venait en renfort, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a donné plein d'idées de campagne et tout ça, et surtout plein de contacts vraiment bien. C'est familial, au final. Oui. Une grande famille. Et puis bon, que ce soit Maud ou que ce soit Rémi, ma fille, mon fils, ils ont toujours super soutenu tout ce que je le faisais. Et voilà, est-ce que c'est là que la partie médiatique a commencé? Oui, c'est là. Raconte un peu. Je ne pense pas que quand tu es venu avec des idées nouvelles, est-ce que ça a été tout de suite accepté? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui. Non, pas du tout. Pas du tout, ça a été très dur. Alors, j'ai eu le collectif féministe contre viol, ça n'a pas toujours été facile avec elle, mais en tout cas, ça les a tout de suite beaucoup intéressées. Ernestine René aussi, du 93, qui a été directrice de la MIPROF. Elle aussi, elle a tout de suite vu que ça changeait la donne. D'accord. Donc, j'étais investie par ces personnes-là. Mais après, le reste des associations féministes, un peu comme Solidarité Femmes, des choses associées comme ça, elles étaient sur un mode de prise en charge sociale du viol. D'accord. Donc, et des violences conjugales. Et que du coup, elles pouvaient même s'opposer à moi en disant qu'elles ne voyaient pas de quoi je parlais, que toutes les conséquences psychotraumatiques, ça n'existait pas. Et que même c'était porter atteinte aux victimes que de parler de conséquences psychotraumatiques, parce que quasiment que ça c'est comme si on dit oui, ou voir que ça voulait dire qu'elles étaient folles, alors que c'était tout le contraire. Ce que je disais, non, vous n'êtes pas folle, c'est des symptômes normaux par rapport à ce que vous avez subi, c'est des blessures. Il y en a beaucoup qui disaient que ça ne voulait rien dire. Oui, ça ne voulait rien dire. Et puis, donc ça a été assez compliqué auprès des féministes. Et ce qui a été compliqué auprès des féministes, c'est tout ce qui concerne les enfants. C'est-à-dire, moi, rapidement, avec mes contacts internationaux et tout ça, je suis vraiment... et puis, avec certaines féministes de départ, particulièrement les féministes américaines, qui sont montées au créneau sur les violences sexuelles et qui disaient que les enfants étaient victimes, les filles étaient victimes de violences sexuelles très jeunes, etc. Ça passait pas. C'était que les adultes, les enfants. L'impact des violences conjugales sur les enfants, ça passait pas non plus. Enfin, tout ça a été compliqué. Puis, petit à petit, ça s'est mis en place. Donc ça s'est. Oui. Après, j'ai eu, je sais pas, des gens qui venaient de nulle part, qui m'ont pourri la vie, mais je n'ai pas compris encore pourquoi. D'associations Oui, alors autour d'associations et autour de personnes qui avaient des postes assez importants en haute administration. D'accord. On t'a mis un peu des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. Je me souviens que le jour de... Ah oui, je te raconte ça. Ah oui, c'est une anecdote. Le jour où j'ai sorti mon livre, donc c'était un événement quand même très important, en 2013. Oui. C'était le jour de la sortie et j'avais une réunion de la MIPROF, de la mission interministérielle, avec Ernestine René, donc il m'a fait venir, on faisait un travail et tout ça, et je devais présenter les conséquences psychotraumatiques des violences faites aux femmes, violences sexuelles, violences conjugales. J'avais fait un énorme travail, j'avais attaqué comme ça, je suis arrivée et là, à la réunion, il y avait quelqu'un qui n'était pas là jusque-là. D'accord. Qui est arrivé, qui était un haut responsable de l'enseignement supérieur. D'accord. Très haut responsable de l'enseignement supérieur. Qui a commencé à me pourrir de façon complètement inconcevable. Quand tu dis pourrir? En disant que c'était n'importe quoi. Ce que je disais, que c'était pas vrai. Que ça voulait rien dire. Parce que je parlais entre autres dans mes références, il y avait des références. Il y avait une référence, je crois, sur des études qui avaient été menées sur des rats. Enfin, c'était une sur des centaines de références. Il dit oui, non, mais c'est l'histoire de rats, c'est n'importe quoi. De toute façon, les gens qui ont fait une thèse de médecine, ça vaut rien. Les thèses de médecine, ça vaut rien. Ça n'a rien à voir avec les thèses d'État. Il diminuait le travail, en fait. Méprisant à un point. Et c'était fou parce qu'il y avait des étudiants en médecine, des représentants des étudiants en médecine qui étaient là pour qu'on travaille, pour voir comment faire, pour faire en sorte qu'il y ait un enseignement du psychotrauma qu'il n'y a toujours pas.
Ça, c'était en 2013. Hein. Et pourtant, il y a 10 ans. Et qui me regardait, qui dit mais si on avait eu que des gens comme ça, mais la médecine n'aurait jamais bougé, jamais changé. Des gens réfractaires. Et alors, ça a été horrible parce que j'avais préparé des gros dossiers à distribuer à une dizaine de personnes qui faisaient partie du groupe de travail. Et tout le monde est parti sans prendre mon dossier. Ah oui, c'est sauf les étudiants. L'horreur absolue. Sauf les étudiants. Ah oui. Mais un truc de encore la jeunesse, hein. Ouais, la pressenti. Une violence. Et du coup, après, j'ai écrit une lettre en disant, si c'était comme ça, j'ai fait une lettre dont je suis contente. Tu t'es pas laissé faire. Je ne t'ai pas laissé faire. Et puis, de façon sous-jacente, là, je commençais à avoir un impact médiatique important. D'accord. Je disais sans le dire précisément que tout ça passerait pas comme ça. Ouais, tu t'es pas laissé démonter. Ce qui fait que la fois suivante, donc on devait signer un truc sur justement le rapport de la mi-prof. Oui. Et le type s''a dit si Muriel Salmona est sur le rapport, je signe pas. Donc c'est incroyable. Ça veut dire le ministère de l'enseignement supérieur ne signe pas. D'accord. Et là, Ernestine René a dit on se passera de vous. Incroyable. Après ma lettre. Elle a dit on se passera de vous. Incroyable. Et là, ça a tout changé. Voilà, ça a tout changé. Et pourquoi tu penses qu'elle t'a épaulée? Elle m'a épaulée parce que je pense qu'elle savait très bien que. Alors, on lui a mis dans les pieds ce type-là. D'accord. Elle me dit oui, c'est imposé. Mais enfin, je veux dire, c'est pas imposé comme ça. On l'a mis là. On l'a mis là. Et elle, de façon politique. Ernestine, elle ne voulait pas avoir d'histoire, donc au départ, elle s'est dit on va le laisser faire. Oui. Et puis elle s'est dit quand même, de façon pratique, que perdre Muriel Salmona et puis l'avoir contre soi, c'était peut-être pas la meilleure chose pour la mi-prof. Parce que tu commençais à avoir une certaine renommée. Voilà. Ouais. Et puis j'étais quand même très présente sur les réseaux sociaux. En 2013 déjà, les réseaux sociaux. 2013, c'était déjà sur tous les plateaux. J'étais déjà. Parce que là, c'est partout, mais parce que là, je sais que je suis sortie de là. J'ai pleuré pendant une demi-heure dans ma voiture. Tellement c'était violent, c'est une violence. Et puis après, je devais aller à 20 minutes parce que justement, je devais présenter mon livre à 20 minutes et je levais les yeux comme ça. Oh là là. Mais donc, et à aucun moment, ça t'a découragé? T'as pleuré, tu t'es dit je vais quand même y aller. Ouais, je vais quand même y aller. Et puis il a tort. Et puis je vais pas me laisser faire. Mais c'était quand même très très violent. Et derrière, comme ça, il y a plusieurs personnes qui étaient dans. Enfin, je pense que c'était des gens qui étaient en conflit d'intérêts manifeste par rapport à ce que je disais. Alors c'est important ce que tu dis. Est-ce que tu dirais, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, par exemple, comme toi, qui a des idées innovantes et qui justement subit un rejet comme ça? Est-ce que tu l'inciterais à continuer? Oui, il faut continuer, il faut essayer de se protéger un maximum, ne pas trop s'exposer. Parce que là, il y a eu ça, qui était quand même... Mais ça, c'était en petit comité, quoi. C'était dans l'intérieur de la mi-prof. C'est des gens qui ont essayé de me démolir. T'as eu pire que ça? Et pire que ça. J'ai eu vraiment toutes les attaques concernant l'amnésie traumatique, où là, le conflit d'intérêts pour les agresseurs est massif. D'accord. Donc c'est mais tu avais dû répondre, puisque de toute façon, tu avais tes thèses, donc tu savais de quoi tu parlais. Oui, mais il y a quand même des gens qui... Je veux dire, au final, j'avais quand même des interviews. Il y a eu une journaliste dans l'IB qui a fait un article sur l'amnésie traumatique catastrophique, en disant que c'était très controversé, que c'était... je veux dire que ça a toujours été décrit. Je veux dire, c'est un peu comme dire que la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Je veux dire... Quand tu me parlais tout à l'heure justement de la thèse sur la guerre d'Algérie, donc ça veut dire que c'est depuis très longtemps, simplement que ça n'avait pas été regroupé. Et puis que toutes les études montrent que c'est à peu près 30 à 40% des victimes qui ont des amnésies traumatiques plus ou moins importantes. Enfin, je veux dire, c'est une réalité qu'on retrouve partout et qu'on retrouve dans tous les gros traumas, les traumas de guerre, etc. Par contre, attention, c'est une réalité qu'on retrouve partout, mais tu as quand même fait un travail titanesque à tout regrouper. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait un travail, c'est ce qui m'intéresse, j'ai fait un travail, c'est ce qui m'intéresse dans la médecine, c'est de faire un travail de synthèse, de comprendre d'où vient quoi, pourquoi, quel mécanisme. Donc, alors c'est vrai que l'originalité de mon travail, c'est vraiment tout ce qui est compréhension de comment fonctionne la mémoire traumatique, la colonisation par l'agresseur, c'est vraiment... et puis tout donc c'était déjà existant, mais tu l'as développé, tu as regroupé pour ensuite développer et étendre sur le réseau. C'est ça qui est incroyable. Et puis expliquer du coup plein de symptômes. Du coup trouver, mettre en lien, éclairer, décrypter plein de choses.
Et donc ça, l'amnésie traumatique, et puis c'est des gens entre, il y a deux catégories. C'est tout ce qui concerne l'amnésie traumatique, tout ce qui concerne le système constitutionnel. Ouais. Il ne faut pas y toucher. Ouais. Et vraiment, l'amnésie traumatique, tu as des gens qui sont vraiment extrêmement agressifs, quoi. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de ton association, tu disais qu'on t'avait mis des bâtons dans les roues, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on remarque que beaucoup d'associations, en fait, ne travaillent pas ensemble. Il n'y a pas de solidarité. Oui, non, mais quand une petite association émerge, elle peut être sur le terrain et être intéressante, et on a toute une espèce de... Enfin, il y a un filament d'associations autour qui écrase ou qui essaye de nuire. Alors, comment tu l'expliques ça aussi? Parce que normalement, c'est censé être pour la même cause. Oui, alors le même combat. Il y a le problème, ça s'arrange bien les politiques. Il y a le problème des subventions. Donc, il y a tout. Donc, tu dirais c'est politique. Oui, il y a des terrains où il ne faut pas aller, où on te dit non, mais ça, là, tu n'as pas intérêt à aller. T'as pas intérêt à développer ça, tu n'as pas intérêt à faire ça, etc. Alors, moi, ma force dans tout ça, c'est qu'on a fonctionné quasiment sans subvention. On a eu cette subvention de départ du 92. Mais après, le reste, on a eu des dons privés. On a des gens qui nous sont vraiment soutenus. Des mécènes, mais qui étaient parce que quelqu'un de leur famille, des choses vraiment comme ça. Et puis, maintenant, on fonctionne vraiment grâce aux dons. Donc pour pas avoir de problème, il faut avoir son propre réseau et avoir ses mécènes. C'est-à-dire que si tu as ton propre réseau, tu as tes mécènes, tu n'es pas dépendant d'une certaine forme de politique et de pression où on te dit si tu fais pas ça, c'est fini, on ferme le robinet. Et si tu as en plus des salariés, etc. Après, ça peut se comprendre. C'est-à-dire que, donc ça explique parfois que tu as des associations qui d'un seul coup retournent leur veste. Tu l'expliques bien parce qu'on se pose des questions. Tiennent des propos qui sont complètement incohérents. Défendent des choses comme, par exemple, le planning familial, le Médecins du Monde, qui se sont mis à défendre le système prostitueur pour la liberté d'entreprendre. Voilà. Et le système de la légalisation. Je savais que tu allais en parler. La légalisation, ils ont fait quand même une QPC contre notre tour. Du coup, nous, on est monté au créneau, on a nos avocats, etc. On a gagné quand même. D'accord. Donc, c'est des attaques, en fait. Mais je veux dire, c'est pas... Derrière, il y a des méchants, quoi. Derrière, mais à la base, ce qu'il faut regrouper, c'est que ça part d'un bon sentiment qui finalement se termine mal à cause des subventions qui sont attribuées en fonction des partis politiques. Oui. D'accord. Et puis attribués en fonction de ce qu'ils veulent pas. Pour l'instant, non, ça nous intéresse pas. Il faut développer ça. Donc des pressions, ça entraîne beaucoup de pression. Et du coup, tu perds une certaine forme de liberté. Et puis après, il y a des gens qui se laissent plus ou moins acheter par un système éthique et pas d'une solidité à toute épreuve. Beaucoup de petites associations remarquent aussi que, en fait, il n'y a pas d'attribution particulière de suite, même si on a, par exemple, 3 ans d'association, ça va directement, comme s'il y avait un calendrier à certaines associations, comme si c'était programmé. T'en penses quoi de ça, en fait? Parce qu'on évolue avec le temps, normalement. Ça peut changer. Une association peut être bien aujourd'hui et puis un peu plus mauvaise demain. Puis il y a les associations qui arrangent le gouvernement à un moment donné. On a vu avec Marlène Schiappa, ça a donné. Pieds en fait. Là, ça a été compliqué avec Marlène Schiappa, d'ailleurs. On l'a vu avec des messages, des avec SMS la sacrée comédienne aussi qui ne s'est pas laissée démonter. J'avais moi des messages, des SMS, parce que donc, quand j'ai dit non, il n'y a pas de seuil d'âge avec la loi de 2018, mais c'est que ça a été l'horreur. Ils ont quand même fait une vidéo qui reprenait les identifiants de mon association, les mêmes couleurs, les mêmes systèmes, c'est exactement copié-collé, avec fake news dessous. D'accord. Donc tu l'as très normal, mal pris. Et parce que je disais qu'il n'y avait pas de seuil d'âge. Oui, il n'y avait pas de seuil d'âge. La preuve, le seuil d'âge, il a été voté qu'en 2021. Tu avais raison. J'avais raison. Mais avant de l'admettre, ça a été la croix et la bannière. Parce qu'elle voulait faire croire que... Et je voulais te poser une autre question aussi. Qu'est-ce que tu penses à ton avis, depuis 2018, est-ce que le nombre de victimes, comme ça ne diminue pas, est-ce que le nombre de traumas a augmenté et s'est aggravé ou pas?
Alors ça, c'est compliqué à évaluer. En tout cas, le nombre Si de tu faisais victimes une a plutôt synthèse. tendance... De toute Ouais. façon, à partir du moment où le nombre de victimes a plutôt tendance à augmenter, où le nombre de violences sexuelles sur les enfants augmente, forcément, le nombre de traumas est en train d'augmenter. D'accord. Ça, c'est plutôt... On en induit, c'est une induction, quoi. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça s'est aggravé avec les problèmes divers de la société actuelle? Ah bah oui, parce que... C'est plus violent, c'est plus... moi, je le vois aussi dans ma pratique. C'est-à-dire que dans ma pratique, notre travail consiste, bien entendu, à traiter le trauma, à traiter la mémoire traumatique, à décrypter, à libérer les personnes de leur colonisation, tout ce que j'explique là. Mais ça consiste aussi, pour pouvoir le faire, ce travail-là, il faut protéger les victimes. Oui. Pour protéger les victimes, il ne faut pas qu'elles soient exposées à des violences. Donc, le plus souvent, quasiment, il faut qu'elles souvent, elles ne peuvent pas travailler, parce que je veux dire, quand elles travaillent, c'est l'horreur. Elles n'y arrivent plus. Elles sont exposées à des violences, elles sont ciblées par les agresseurs tant qu'elles sont pas, tant qu'elles sont dissociées, tant qu'elles ont des troubles psychotraumatiques, elles ont un gros risque de subir à nouveau des violences. D'accord. Et du coup, nous, moi je travaille beaucoup avec des systèmes où on met les gens en invalidité, ou en arrêt de travail, en invalidité, on les protège, on fait des adaptations aussi par rapport aux études. Je suis tout le temps en train de faire des certificats pour soutenir mes patients, pour qu'ils puissent redoubler une année qui normalement n'est pas redoublable, mais pour expliquer, avec des allègements, on aménage les choses, voire des allocations adultes handicapés pour les jeunes, pour qu'ils puissent le temps du travail. Et beaucoup de personnes se plaignent de justement que ce n'est pas pris en charge, ce n'est pas remboursé. Ouais. Les soins ne sont pas pris en charge, des traumas, et ne sont pas remboursés. T'en penses quoi, toi, en fait? Alors, moi, dans mon cadre, comme je suis médecin, et que je suis en secteur 1, donc secteur et le tarif de la sécurité sociale, moi, tous les soins sont remboursés à 100%. D'accord. Et puis moi, je m'arrange pour que mes patients, effectivement, puissent avoir des revenus minimaux. Oui. L'allocation adulte handicapé. Le problème, c'est que là, actuellement, tout devient beaucoup plus difficile. Faire parce un arrêt de travail plein. Exactement. Et puis beaucoup de personnes qui perçoivent justement ce plus d'allocation handicapée disent que c'est compliqué. Oui, c'est de plus en plus compliqué. Pourquoi c'est compliqué, en fait? Parce que c'est un peu l'ère du soupçon qui est de nouveau mise en scène. D'accord. Avec le fait que tout maintenant soit dématérialisé, il n'y a plus de personnes, il y a très peu, les patients ont très peu accès à des systèmes sociaux, à des gens qui les accompagnent et tout ça. Alors du coup, c'est moi qui fais le boulot, mais je le fais comme je peux en tant que médecin. Mais ça, depuis le début, on le savait que ça allait se dématérialiser. Oui. Donc... oui, mais sauf que je veux dire... c'est une volonté quelque part? C'est une volonté de laisser tomber les plus vulnérables, les personnes en situation de handicap, qui ne peuvent pas avoir accès, les personnes qui sont les plus traumatisées, les personnes qui sont les plus marginalisées, qui sont en grande précarité, en grande pauvreté. Voilà. Donc tu serais pour une loi, un décret qui oblige l'État à prendre tous les traumas de violences sexuelles et de violences physique ou psychologique à être prise en charge? Oui. Alors gratuitement, la prise en charge. Actuellement, pour tout ce qui est normalement violence sexuelle dans l'enfance, il y a une prise en charge à 100% directement. Il y a une loi. Oui, mais pour toutes les autres pathologies. Et pour toutes les autres, ça n'existe pas. Mais alors, normalement, nous, on s'arrange parce que les troubles psychotraumatiques, si on présente les symptômes, on peut obtenir des prises en charge à 100%. Beaucoup de femmes disent que la plupart des médecins justement n'arrangent pas, en fait. C'est très complexe, en fait. Oui, c'est complexe, et puis en plus ils connaissent rien aux troubles psychotraumatiques, la plupart. Ils n'ont pas été formés. Tout à fait. Mais donc ils ne savent pas quoi mettre, ça les embête. Et puis là, est-ce que tu envisages aussi de faire des formations justement de faire davantage de formations pour former justement les professionnels, pour centraliser un point qui regroupe le civil et le pénal, où tout soit centralisé pour prendre les victimes en charge et qu'on puisse que les professionnels répondent à leurs attentes. Nous, on avait fait ça au départ sur le 92, au tout début, et c'est aussi pour ça qu'on avait eu des subventions, où on répondait aux dossiers compliqués que les médecins, par exemple, avaient pour les aider, pour leur permettre, leur donner les conduites à tenir, leur donner les ressources, et voilà, plein de choses. Et puis bon, après, ça s'est arrêté avec le départ de ces délégués qui étaient super. Ça, c'est le problème de
personnes aussi. Et puis là, avec la Civise, normalement, il va y avoir ce qu'on a demandé avec la Civise, c'est qu'il y ait une interface pour les professionnels où justement ils puissent interface avec les professionnels pour qu'ils puissent avoir des aides et des conseils, des outils, qu'on leur dise on peut faire ça, on peut faire telle et telle chose et ça. Alors, le problème là actuellement, c'est que vu le contexte actuel, c'est pas renouvelé. Alors tout est quand même beaucoup plus difficile à obtenir. Maintenant, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a là aussi l'ère du soupçon par rapport aux arrêts de travail. Oui. Ils vont commencer à nous tomber dessus. Alors, nous, en psychiatrie, on est ceux qui font le plus d'arrêts de travail, mais c'est normal. Bien sûr, quelqu'un qui n'est pas stable ne peut pas travailler. Voilà, c'est le seul moyen de protéger les gens. C'est ce que j'allais te dire. Travailler, voilà. Donc, et puis pour les allocations aussi, ça devient plus difficile. Ils commencent à nous demander des comptes sur plein de choses. Donc ça, c'est la Sécu. Jusqu'à maintenant, j'avais un très bon rapport avec la Sécu. Et maintenant, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé. Ils sont en train de nous embêter pour c'est un peu ce que moi, j'ai les retours de pas mal, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de femmes et de personnes qui ont du mal à obtenir justement cette aide alors qu'elles sont déclarées en incapacité. Et souvent, il y a des preuves matérielles parce qu'il y a des jugements, parce qu'il y a des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, énormes, gravissimes. Qu'il y a les enfants aussi. Il y a des fois, il y a les enfants aussi. Enfin, c'est un énorme Non, mais rien n'y fait. gouffre. Enfin, de toute façon, le problème, là, c'est pas la réalité qui les intéresse. C'est une gestion comptable des choses qui les intéresse. Donc, ils sont dans une gestion comptable. En plus, la médecine, elle est dans l'état où elle est. De moins en moins de médecins. Or, c'est les soins qui sont remboursés, c'est les soins par les médecins. Et les psychologues, nous, avec la Civise, on a demandé à ce qu'il y ait des remboursements de soins. Alors, donc, avec un pack en fait, d'un certain nombre qui puisse être renouvelé, de soins remboursés. Mais encore faut-il que les soins soient à la hauteur des consultations pour psychotraumato. C'est compliqué. Consultations complexes qui durent longtemps. Donc on peut pas dire on va payer 20 € une consultation à un psychologue. Enfin, ça peut pas fonctionner. Tout comme un médecin aussi, s'il prend en charge, ça peut pas être. Donc ça c'est vraiment problématique. C'est la croix à la bannière. On l'a demandé. Et c'est vrai que là, la tension sociale, la situation telle qu'elle est, n'arrange pas les choses. Plus l'explosion des violences aussi pour tout ce qui est violence sexuelle, en tout cas sur Internet, avec les réseaux sociaux, la pédocriminalité, etc. La pédocriminalité, voilà. Plus, je pense qu'on va en parler, la problématique catastrophique de l'impunité totale et de la faillite totale de la justice pour protéger les victimes et condamner les agresseurs. Est-ce que tu dirais que la responsabilité la plus grande, c'est par rapport au gouvernement qui est en place? Oui, c'est eux qui ont une obligation. C'est une obligation internationale, d'ailleurs. D'ailleurs, on en parle à l'étranger. Oui. La France est critiquée à l'étranger. Et d'ailleurs, nous, on travaille avec toute une clinique juridique pour porter plainte. On peut porter plainte contre certains responsables du gouvernement pour torture. S'il n'y a pas de prise en charge des victimes, il y a une obligation internationale. Donc ça, je travaille en international. Je travaille avec Denis Mukwege sur tout ce qui est violence sexuelle dans le cadre des conflits. Mais on travaille aussi, tout ça se recoupe et on travaille sur l'amélioration des preuves, sur le fait de prendre en compte les troubles psychotraumatiques. Un peu comme médico-légales. Be Brave avec Millet. D'ailleurs, le 26 avril dernier, il y avait les Européennes. Voilà, c'est ça. Alors là, moi, je travaille avec Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix, qui est à l'OMS, qui est expert à l'OMS. Et je fais partie d'un groupe d'experts auprès du procureur pénal international. Parce qu'en fait, l'impunité, elle est valable à tous les niveaux. Non, c'est clair, c'est incroyable. Et d'ailleurs, même au niveau international. Justement, j'avais assisté à une conférence de Denis, avec qui tu travailles, Mukwege, qui disait qu'il fallait, lui, il y a eu un succès à partir du moment où il avait tout regroupé. Ou alors les femmes, holistique. Voilà, les femmes n'avaient pas besoin de se répéter
parce que c'est impossible pour une femme de répéter 10 fois la même chose. Elles en perdent le 3/4 et après elles se braquent, elles se referment. Ouais, il avait totalement raison. Oui. Et puis la formation des professionnels pour que justement tout le monde soit formé. Mais ça là-dessus, on progresse un peu. Hein. Ouais. On a formé, par exemple, la plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles. On a formé les policiers et du coup, ça a nettement amélioré leur capacité d'accueil. Tu sais, c'est par chat et par Internet. Hein. Oui. Mais sinon, les chiffres sont catastrophiques et ils s'aggravent vraiment dans le mauvais sens. L'impunité s'aggrave. Hein, parce que, là, on avait vu qu'il y avait... alors on sait qu'il y a 10% de plaintes pour viol, par exemple, qu'il y a 73% de placements sans suite, que sur les 27% restants, il y en a la moitié qui sont déqualifiés, qu'au final, il y a moins de 10% des plaintes qui vont en jugement et 6% de condamnation. Ouais. Donc, 80% des plaintes sont classées. Voilà, on l'a vu puisqu'il y a eu les assises, justement, avec les associations. Sur les violences conjugales, c'est 80%, sur les viols, c'est 73%. Les assises, c'était le samedi 9 et il y a beaucoup de professionnels qui sont venus dire la même chose que toi. Mais en plus, c'est pas des chiffres qu'on invente, hein, c'est des chiffres du ministère qui émanent du ministère de la Justice. C'est pour ça que je te parle de ça. Ça a été dit quand même au Sénat. En fait, c'est des chiffres officiels. On ne peut pas les démentir. Et puis, on a appris, en 2018, que les 10 dernières années, entre 2008 et 2018, il y avait 40% de condamnations pour viol en moins, alors qu'il y avait une augmentation importante des plaintes pour viol. Tout à fait. Donc, un truc énorme, quoi. Enfin, donc, quelque chose de complètement scandaleux. Est-ce que tu dirais que la libération de la parole a saturé le système judiciaire ? Non, d'une certaine manière. 40% de condamnations pour viol en moins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de saturation. Non, mais justement, puisqu'il y a plus de victimes, mais justement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que j'essaie de démontrer. Il y a de plus en plus de victimes, mais il y a 40% de plaintes en moins. Mais de condamnation. De condamnation en moins. Donc, du coup, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Non, c'est pas logique. Ce que je suis en train de te dire. C'est exactement donc, ça. C'est pas logique. Est-ce que normalement... C'est pas une saturation, c'est une volonté. Voilà. C'est une volonté de ne pas condamner les agresseurs. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, l'impunité, ils ne veulent pas traiter. Là, alors, j'ai pas le droit d'en parler, mais la Civis va livrer un rapport de l'Institut général de la justice, l'Institut général de l'IGAS des affaires sociales et il y en a un troisième. Il y a trois rapports qui est sur le traitement judiciaire des violences sexuelles sur les enfants, qui est absolument catastrophique, qui montre que rien n'est fait, que les enquêtes sont bâclées, que par exemple... un procureur prend des décisions de classement sans suite au téléphone avec un enquêteur qui lui raconte. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le dossier sous la main. Il ne voit pas le dossier. Ça a été dit, ça aussi aux assises. D'ailleurs, il y a une femme, Vanessa Frasson, c'est une avocate qui a fait son effet, qui a été, je pense qu'elle a dit les choses. Voilà. Je ne peux pas parler de son cas parce que c'est compliqué et que je ne sais pas si ça peut lui poser préjudice, mais l'inceste, il y a des choses qui sont là, des faits qui sont là et qui ne sont pas pris en considération. Monsieur Édouard Durand se bat, mais il attend toujours le renouvellement, on le sait. Alors, est-ce que c'est pour ça que ça tarde ? On commence à se poser des questions aussi. On attend la réponse du gouvernement par rapport au renouvellement de la Civis. Et apparemment, c'est le chef d'État qui va choisir. Oui. Voilà. Donc, on est en attente. Voilà. Est-ce que tu gardes espoir malgré tout ? Oui, parce que malgré tout, il y a de plus en plus d'informations qui passent. Enfin, je veux dire, il y a de plus en plus de connaissances. Donc tout ça, ça change la donne pour les victimes. Au niveau international, on fait un gros travail.
Mais ça va être, on n'a pas fini de dramer, on n'a pas fini de se battre, parce que franchement, on le voit. Il y a vraiment, il y a de nouveaux arrivants quand même qui s'allient. Virginie Perret, après il y a Be Brave qui s'est créé à l'européenne, avec choses. Encore Marie Ravatel. Enfin, ça je travaille beaucoup avec elle sur le handicap, puisque toutes les violences concernent les personnes les plus vulnérables. C'est pour ça que j'insiste sur le handicap en fait. C'est pour ça que je parle de cette personne. Les femmes ont deux fois plus, les femmes en situation de handicap subissent 2 fois plus de violences conjugales ou sexuelles. Et les enfants, c'est 3 fois plus. Et les enfants en situation de handicap mental ou neurodéveloppemental, c'est 5 à 6 fois plus. J'aime bien parce que tu craches. Faut le dire. Voilà. Donc ça veut dire que c'est 5 à 6 fois plus. Comme c'est un enfant sur 5 qui subit des violences sexuelles, 5 fois plus, ça fait 100%. C'est-à-dire que tous les enfants... Et c'est passé à la trappe. Voilà, et c'est passé à la trappe. Donc les plus vulnérables. Et puis il y a vraiment une culture, ça c'est ce que je dénonce, il y a une culture anti-victimaire, une propagande anti-victimaire, avec des théories anti-victimaires. Et un peu comme le racisme. Qu'est-ce que tu appelles une culture anti-victimaire ? C'est la culture, ce qu'on appelle la culture du viol, par exemple, où c'est la victime qui est mise en cause. Elle ment, c'est pas vrai. En fait, elle voulait bien, mais elle a changé d'avis. C'est elle qui s'est mise en danger. C'est elle qui a fabriqué l'agresseur. C'est pas l'agresseur qui a fabriqué la victime, c'est la victime qui a fabriqué l'agresseur. C'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de formations pour les policiers et ceux qui occupent ces fonctions près des victimes. Mais les théories anti-victimaires, c'est comme le racisme, c'est comme toutes ces théories hyper violentes. C'est des théories. Il y a des a priori, tout simplement. Ouais, c'est des stéréotypes, c'est des contre-vérités complètement folles. Tout à fait. Et que rien n'écorne. C'est-à-dire qu'on peut le démontrer que c'est faux. C'est comme pour le racisme, on peut démontrer que tout ça c'est faux. Le sexisme, c'est pareil. On peut démontrer que les femmes, elles sont capables de faire tout ce que font les hommes, il n'y a aucun souci. N'empêche qu'il y a plein de stéréotypes qui restent. Et en fait, c'est lié au fait que c'est des théories traumatisantes en soi. C'est tellement violent, c'est tellement cruel, ces théories. Et puis ces gens sont tellement imbibés de ça, de génération en génération. C'est ça que je vais expliquer. C'est-à-dire que du coup, le côté cruel, violent, incohérent, injuste, génère des traumas chez tout le monde. Et du coup, ça crée une colonisation par le discours agresseur. Ce qui fait que tu dois lutter contre un discours intérieur qui est intégré. C'est incroyable ce que tu dis. Je vais revenir justement à une anecdote qu'on a vécue ensemble. Je vais en parler parce que ça rejoint ce que tu es en train de dire. Moi, mes premières télés, je les ai fait avec toi et avec le docteur Lazimi. Et on peut dire qu'à l'époque, en 2018 en tout cas, c'était présent. Même par les prods, justement. Ce que tu es en train de dire qui est ancré, c'était, il y avait déjà ce stéréotype. Et même chez les femmes, avec des stéréotypes. Et ça ressort. Alors Crash, déjà à l'époque, comment tu l'as vécu, même vis-à-vis de la situation sur ce plateau-là moi j'avais été scandalisée de la façon dont je l'avais traité, qui était vraiment... Mais qu'est-ce que j'avais dit à l'époque, Crash, ce qui à l'ordre du jour d'aujourd'hui, je disais qu'il n'y a pas de statut pour être une femme battue. Que les femmes du 16e étaient autant battues que celles du 93. Et la prod ne voulait pas à l'époque l'entendre. Et puis vraiment, on a voulu te faire taire. Enfin, je veux dire, donc de toute façon, je devais rester à la deuxième partie. On m'a même dit... Il y avait une idée de la victime aussi qui ne peut pas s'exprimer, etc. Voilà, et que moi, je faisais le contraire. Et moi, j'étais... Et ça les supportait pas, ils disaient. C'était un truc de dingue. C'était scandaleux. C'était vraiment scandaleux. Mais non, mais c'est ça, c'est tous ces stéréotypes. Et t'étais venue au front, ça m'avait choquée parce que tu t'étais pas, j'avais vu, alors tu paraissais toute frêle, alors je crache, t'étais toute, et d'un seul coup, j'ai vu une lionne, j'étais scandalisée, vraiment. Et puis vraiment, la façon dont ils avaient... entouré cet homme qui avait commis des violences conjugales et qui avait tellement de courage de venir en parler comme si c'était un héros. Tu peux cracher la suite quand il y a eu le départ. Oui, le départ où tu t'es retrouvé dans l'ascenseur avec ce type qui a essayé de te draguer de façon hyper malsaine. Donc... Mais ça, c'était fou, quoi. Et tu m'avais laissé ton taxi. Oui, j'étais super inquiète pour toi. Voilà. Ça m'a endurci, on va dire ça comme ça. Mais
donc toute cette culture de la violence, culture anti-victimaire, la culture anti-victimaire, c'est aussi tout ce qui est aliénation parentale, remise en cause de l'amnésie traumatique avec les faux souvenirs. Le SAP aussi. Oui, c'est ça, le syndrome d'aliénation parentale, mais aussi les faux souvenirs, le mythe de la femme qui ment, qui aime la violence, qui aimerait en fait être atteinte dans sa dignité. Qu'est-ce que c'est excitant d'être atteinte dans sa dignité. Toute cette mythologie qui est vraiment aussi transposée telle qu'elle dans toute la pornographie, tout ça, ça imprègne les gens. Ça vraiment. Et nous, on a fait 3 grandes enquêtes sur les représentations des Français et des Françaises sur les violences sexuelles, où c'est une catastrophe totale. Et les stéréotypes sont présents. Ouais, donc on en parle beaucoup avec Edouard Durand, on en parle beaucoup. Arnaud Gallet qui est sur tous les fronts aussi. Ça, alors je dis ça, moi j'avais été en première ligne au début pour rappeler continuellement que les enfants étaient les premières victimes de violences sexuelles. Les filles subissaient plus de violences sexuelles que les femmes adultes, que ça démarrait très tôt. La première grande enquête qu'on avait faite, on montrait que 81% des violences sexuelles avaient commencé avant 18 ans. Quand on a commencé à parler des bébés, alors on ne voulait rien entendre. 21% avant 6 ans. On ne voulait rien entendre. Et là, pour donner un ordre d'idée, sur le net, en 2014, on recensait 1 million d'images pédocriminelles et de vidéos pédocriminelles sur le net, avec une moyenne d'âge de 10 ans à peu près, avec 80% de filles et une moyenne d'âge de 10 ans. Justement, qu'est-ce que tu penses de la Team Moore ? Il y a beaucoup de gens, ça fait polémique. Toi, ton avis sur ça ? Sur quoi ? Sur la Team Moore qui est là, justement, qui crée des faux profils pour appréhender les pédocriminels, en fait, la pédocriminalité sur les réseaux. De toute façon... T'en penses quoi ? C'est une aide en plus c'est une aide en plus. Alors après, il faudrait que les gens soient vraiment bien encadrés, formés et puis bien soutenus aussi, parce qu'ils sont confrontés à des choses qui sont quand même traumatisantes. Mais là, je disais donc 1 million en 2014, et on en est à 85 millions en 2021, on est à 85 millions. Donc c'est complètement exponentiel avec un âge moyen de 3 ans maintenant. Oui. Voilà, et 80% de filles. Voilà. Donc c'est vraiment un truc... révoltant. Et puis c'est un trafic d'êtres humains qui rapporte énormément. Justement, on va mettre une petite vidéo justement pour en parler un peu plus sur la partie information après. On va la mettre là, comme ça. On pourra développer. Allez le voir, en parler sera un acte militant qui va enfin placer la lutte contre la pédocriminalité au centre du débat en France. Défendre nos enfants, c'est l'enjeu numéro 1. Plus on sera nombreux et nombreuses, moins ils pourront nier. It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's going to pass the drug trade. Because you can sell a bag of cocaine one time to a child 5 to 10 times a day. God's children are not for sale. How long have you been doing this? 12 years now. How many pedophiles you got? 288. How many kids you found? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi hermana? Te lo prometo. For Homeland Security, you know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. Which means she'll disappear for good. Imagine walking into her room right now, seeing an empty bed. What we do? You quit your job, and you go and rescue those kids. So at this moment, she could be a block down the road, or she could be in Moscow, Bangkok, L.A. She's a major operator. It's all rebel territory. No one goes in. Not the army, not the police, not us. What if this was your daughter? There's no Marine unit coming. You're on your own. This job tears you to pieces. And
this is my one chance to put those pieces back together. When God tells you what to do, you cannot hesitate. Alors, Sodom Freedom. Allez le voir, en parler. Il sort sera un acte enfin, vu. oui, avec le difficulté. 15 novembre. On sait que Carl Zero s'est beaucoup battu, a contacté beaucoup de distributeurs. Personne ne voulait en France. Ça aussi, comment tu l'expliques? Parce Bah, que, il y a un alors déni, attends, avant de se lancer dans le débat, tu m'as donné des chiffres, tu m'as parlé de thèses, tu m'as parlé de rapports. Oui, enfin, Donc, on a des chiffres, on sait donc, puis on sait que c'est une fille sur 5, un garçon sur 5 qui sont violences sexuelles. Tous les chiffres sont rapportés. Les chiffres étaient là même au Sénat, Ouais, puisque ouais, j'étais présente. ouais. Donc comment tu expliques qu'en France, on a refusé de distribuer ce film? Bah, ça fait partie du déni, voire même du négationnisme par rapport à cette réalité-là. D'accord. C'est au-delà du déni, c'est vraiment une volonté de ne pas dévoiler cette réalité-là avec une protection vraiment du système agresseur total, quoi. Mais c'est du même ordre que comment tu... Mais c'est particulier quand même à la France, parce que quand même, ça n'a pas été le cas pour partout. Non. Et comment tu expliques qu'en France, alors que depuis 30 ans, on a toutes les connaissances sur les conséquences psychotraumatiques, on sait comment traiter, à quel point c'est important de traiter la mémoire traumatique, ces blessures neuro que les victimes ont, et on sait les prendre en charge, on sait expliquer tous leurs symptômes pour éviter des prises en charge inadaptées, etc. On sait que l'ONU a reconnu que c'était un problème de santé publique majeur. C'est le premier facteur de risque de mourir précocement, premier facteur de risque de suicide, premier facteur de risque de dépression grave à répétition, de troubles alimentaires, de troubles cardiovasculaires, etc. La Conduite totale. addictive, etc. Enfin, je veux dire, tout ça, on le sait, on a énormément d'études. Comment tu expliques que aujourd'hui, actuellement, en 2023, les médecins ne soient toujours pas formés au psychotrauma? Comment tu expliques que les psychiatres qui sont totalement concernés, on sait que c'est à peu près 70% de la psychiatrie, au moins 70% de la psychiatrie qui est liée à la psychotraumatologie, ne soient toujours pas formés? Comment tu expliques Alors ça? que toi, tu es dessus depuis 2013 déjà. Oui, mais bien avant. Bien avant, mais oui, bien avant. bon, tu as commencé à développer à l'international en en 2013. oui. Donc, il y a largement eu le temps de développer les Je demande facultés. ça, enfin, c'est depuis 2009, depuis la création de l'association qu'on demande ça. On demande la même chose. Enfin, on avait déjà fait des propositions en 2009. Depuis 2009. Comment tu expliques ça? C'est exactement du même ordre. C'est du négationnisme. Il y a un sociologue, un criminologue australien qui parle d'anti-épistémologie. Anti-épistémologie, c'est qu'on a toutes les preuves et on dit non, ça n'existe pas. Tout à fait. Vrai. On sait la fréquence énorme des violences sexuelles. On sait qu'un agresseur, il fait souvent de nombreuses victimes. Donc, et à chaque fois qu'une victime parle ou qu'on Il y a de signale, eh ben non. Il y a de quoi se poser. Il y a de quoi se poser des questions. Oui, oui, mais ça veut dire qu'on a laissé une telle impunité. C'est exactement comme ce qui se passe, ce que dit Denis Mukwege, mon ami, en RDC. On a laissé se développer une telle impunité. Ça génère une telle surpuissance de commettre ces violences extrêmes, cruelles, dégradantes et inhumaines, comme le dit le droit européen. Et puis c'est un trafic aussi. C'est un trafic, c'est une puissance à la fois financière, une puissance, ça rapporte. Une toute puissance, un sentiment d'élation, d'hybris. Ça ouvre beaucoup de portes. Oui, ça ouvre beaucoup de portes. En plus, tout le monde se tient. Oui. Ça permet, c'est l'histoire d'Epstein, etc. Ça veut dire qu'on est entouré de pédocriminels. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont... c'est ce que dit Denis, dans RDC, on a laissé une telle impunité depuis maintenant 30 ans qu'il y a des massacres, etc. Je veux dire, à tous les étages de la société, il y a des bourreaux. C'est-à-dire qu'une victime qui doit aller porter plainte, elle va se retrouver avec un bourreau. Tout à fait. À tous les niveaux. Il en parlait le 6 juin 2023. Là. Voilà. Et ben là, on est dans la même situation. On l'a vu même avec l'affaire du Hamel, par exemple. Tout à fait. Je veux dire, donc il y a des gens qui ont des conflits d'intérêts massifs où ils doivent se protéger au sein de l'État. Au sein de l'État. Et à tout niveau. On a vu ce juge qui livrait sa fille de 12 ans. On en avait parlé. Dans Crash ton venin, on avait fait partie des premiers à en parler ici. Quand on voit l'affaire d'Ariane,
D'ailleurs, il de la- cachait du même père. son nom. Ouais. On a dû se battre pour avoir des informations. C'est-à-dire que les médias avaient fait abstraction de tout ce qui était... Enfin bref, incroyable. Donc, en fait, on le voit à chaque fois qu'il y a un réseau pédocriminel, il y a des coups de fil, etc. Il y a plein de gens qui ont des positions importantes, qui sont justement, tu nous parles de RDC. Moi, je vais te parler, par exemple, il y a des trafics partout. Il y a pas mal d'années de ça, quand j'ai commencé Crash ton venin, j'avais parlé justement d'un trafic d'un avion qui avait été arrêté avec je ne sais plus combien d'enfants, parce que c'était à l'époque, un peu plus de 1000 enfants qui étaient en direction de l'Espagne. Je me rappelle que j'avais eu pas mal de problèmes, alors que c'était véridique, c'était prouvé, et je l'avais dit dans Crash ton venin, ça m'avait été retourné à la tête en boomerang, et je le répète, je le réaffirme ici. Et du coup, il y avait pas mal d'enfants du Mali, enfin d'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Tchad, et du coup, ça avait dégradé nos relations. Justement, on va faire la partie information en même temps, on va parler de ça. On voit qu'il y a un malaise entre la France et l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que tu penses que c'est dû à une certaine hypocrisie du gouvernement, encore une fois? Oui, ça, je pense qu'effectivement. Tu penses que tout est lié? Oui. Qu'il y a un ras-le-bol? Ouais. Parce que dans ces pays-là, je te parle de ça, je reviens dessus, parce qu'il y a beaucoup aussi de rafles d'enfants, on va dire ça comme ça, des enfants qu'on ne retrouve plus, et on pense bien souvent au trafic d'organes, on le sait. Oui, trafic d'organes, trafic c'est un peu comme dans le film qu'on vient de voir. C'est un autre pays, mais ça revient au même. L'exploitation sexuelle. Mais bon, l'exploitation sexuelle, le trafic d'organes, alors il y a les autres pays, effectivement, et les pays qui peuvent avoir été colonisés, tout ça, qui sont utilisés. Mais je veux dire, le ras-le-bol. Là, actuellement, avec l'explosion de la pédocriminalité et l'explosion, la France est quand même le 3e ou 4e, suivant un peu le cas, suivant les enquêtes, pays au monde en nombre de sites sur le sol français, de sites internet pédocriminels, et en nombre d'utilisateurs. Donc on est vraiment des champions pour ça. Et je veux dire, ça veut dire aussi que quand tu... et avec très peu de personnes capables de lutter contre, c'est pas comme en Angleterre où là on a 30 personnes. Oui, c'est ça. Des brigades de 30 personnes. On n'en avait que 17. Là c'est 30. Un peu plus. Et puis, à chaque fois, c'est comme avec l'affaire du troll, le mythe des réseaux, etc. Alors que les réseaux, on en démantèle continuellement, mais on continue à dire que c'est un mythe, que ça n'existe pas. Alors que les thèses sont là, les chiffres sont là, les statistiques sont là, les statistiques sont là, et ils sont précisés au Sénat. C'est quand même incroyable. Oui. Il y a rien ne sert à rien. Et c'est ça, l'anti-épistémologie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments, on a tous les chiffres, mais les gens continuent, parce que c'est leur intérêt, à dire que ça n'existe pas. Alors, le gouvernement ferme les yeux. On voit que l'agressivité de la société monte en puissance. Tu me parlais tout à l'heure d'impunité. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que dans les générations futures, est-ce que tu penses que la violence va s'aggraver si on ne remet pas les choses dans leur contexte? Oui. Si on n'intervient pas, si on ne lutte pas contre l'impunité, si on ne va pas protéger les victimes, si on ne les prend pas en charge, parce que les victimes se fabriquent dès le départ. C'est-à-dire que on sait qu'avoir subi des violences sexuelles et physiques dans l'enfance pour une femme, c'est une grande enquête de l'ONU, multiplie par 16 le risque de subir des violences sexuelles et conjugales tout au long de sa vie. Et que le fait d'avoir subi des violences sexuelles et physiques pour un garçon multiplie par 14 le risque de commettre des violences sexuelles et de commettre des violences conjugales. Si on identifie les enfants qui sont exposés aux violences, si on les protège, si on les prend en charge, on bloque complètement le système de reproduction des violences. Ils reproduisent plus. Ils reproduisent plus. Donc, parce que c'est des conduites dissociantes. Alors, en fait, alors c'est pas génétique en fait. Non, c'est absolument pas génétique. C'est bien de préciser. C'est en fait exercer des violences, ça permet de se dissocier, c'est comme une drogue très puissante, ça permet de s'anesthésier et du coup de pouvoir être tout puissant en quelque sorte, et puis de s'anesthésier aussi par rapport aux traumas qu'on a. On n'est jamais responsable des traumas qu'on a subis, on n'est pas responsable des conséquences psychotraumatiques, mais on est responsable des stratégies de survie qu'on met en place si elles portent atteinte à l'intégrité d'autrui. Exactement, et de ce qu'on va développer pour survivre. Et quand on utilise la violence
pour se dissocier, pour s'anesthésier on devient par rapport à sa mémoire agresseur. traumatique, on devient agresseur. Tout à fait. Et on le fait parce qu'on est en rapport de domination, on est en rapport de force, en rapport d'inégalité. Et pas de violence, justice. c'est toujours un cadre de domination sur les personnes les plus vulnérables. C'est pour ça que c'est les enfants, les personnes handicapées, les plus précaires, les plus vulnérables qui subissent les violences. Et moins on intervient, moins on traite. C'est pour ça que le traitement, c'est aussi essentiel. On sait, et ça c'est l'ONU le reconnaît, que la prise en charge du psychotrauma permettrait d'éviter un maximum de conséquences. Et en plus, les traumas vont aggraver les inégalités, aggraver la précarité. Est-ce que tu continues à alarmer le gouvernement ou tu fais ce que tu peux pour allumer la sonnette d'alarme? Oui. Bah, j'ai continué à alarmer. Là, j'ai relancé une campagne. J'ai écrit 2 lettres au président de la République. Je suis tout le temps en train de faire des propositions. Pourtant, c'est avéré, on le voit bien, même au nombre de féminicides. Les femmes qui sont tuées à coups de hachette, à coups de marteau, avec je ne sais pas combien de coups de couteau. Les hommes, alors attention, je vais parler d'agression aussi. Les hommes, le dernier en date, celui qui s'est fait massacrer, le conducteur de bus, la violence, elle est partout. Oui. Et je veux dire, à partir du moment où on laisse aussi exposer une violence extrême comme la violence qui a lieu dans le cadre de la pédocriminalité, que c'est la violence la plus inhumaine qui soit. Tout à fait. On veut que ce soit des crimes contre l'humanité. Je veux dire, ça génère une addiction à la violence extrême qui est sans fin, quoi. Et quand tu vas sur un site pédocriminel et tu veux avoir des images de plus en plus gore sur les bébés, etc. Il faudrait que ça alerte. Il faudrait qu'il y ait un système d'alerte. On n'y accède pas comme ça. On y accède en donnant soi-même des vidéos et des images. D'accord. Et on les prend où, ces images de ces vidéos? Autour de soi, sur ses enfants, sur les enfants des voisins, à son travail. Et du coup, on va organiser sa vie pour avoir accès à des enfants, pour pouvoir les agresser, pour pouvoir continuer à obtenir des échanges. Et voilà. Donc c'est un système comme ça qui s'auto-entretient. Donc on est dans une situation dramatique. Enfin, je veux dire, il faut agir, quoi. Et justement, admettons, je vais te dire, je vais regrouper 2 cas. Admettons que je te parle de d'un violent qui est violent avec sa femme, qui est incarcérée, et une personne qui est violent et avec sa femme, et aussi qui a des tendances pédocriminelles, et qui se fait incarcérer, admettons qu'il a eu une peine. Tu penses que la justice réparatrice est adaptée à ce genre d'individu? Non, pas du tout. Je te pose la question à toi, c'est grand débat. Parce que j'ai reçu Isabelle Santiago ici qui disait attention, il faut d'abord améliorer la prise en charge des femmes et des enfants, des victimes, avant de commencer à s'attaquer à d'autres types de cas. Et pourtant, il va falloir y venir. Personne n'est contre, mais chaque étape, une étape après l'autre. Je suis absolument contre la justice restaurative. Je veux dire, moi, je suis pour ce qu'on appelle une justice transitionnelle. C'est une justice qui s'exerce grâce à la loi, grâce à des condamnations, à la protection des victimes, chercher la vérité, protéger les droits des victimes, les réparer, leur rendre justice. Mettre un agresseur face à une victime, tu en as eu l'expérience, c'est traumatisant pour la victime. La victime, elle se retrouve, même si elle est d'accord, elle ne sait pas à quoi elle s'expose. Ensuite, je veux dire, elle est confrontée à un agresseur, donc ça rallume sa mémoire traumatique, ça va la dissocier, donc elle peut dire non, tout va bien, parce qu'elle est complètement déconnectée à cause du trauma que ça réactive. Tout à fait. Et du coup, ça la met en état de vulnérabilité. De l'autre côté, l'agresseur, s'il est confronté à une victime, ça allume sa mémoire traumatique. C'est ce qui s'est passé dans l'ascenseur. Voilà. Et du coup, il a envie. On a vu le cas. Ça. Et du coup, ça lui donne envie de passer à l'acte parce qu'il est envahi par une mémoire traumatique et lui gère sa mémoire traumatique en passant à l'acte. Par contre, là où il va passer en l'acte. Là, il faut insister aussi, c'est que comme quoi les thérapies marchent, parce que quand une victime, et ça c'est important, puisque c'était un exemple qu'on a vécu toutes les deux ensemble sur place, quand la victime est guérie, qu'elle a été soignée et qu'elle est suivie, attention, elle a aussi le mode de fonctionnement cocooning où elle s'installe dans sa zone de sécurité et elle ne permet pas à l'agresseur de pouvoir l'agresser. Mais c'est sûr, parce que les agresseurs, ils choisissent ces cibles des victimes dissociées, des victimes qui sont dans un état traumatique tel que ça les allume. D'abord, ça les allume. Les victimes traumatisées les allument. Est-ce que tu dirais que c'est comme de l'excitation
ou comme une pulsion? C'est une excitation à la violence. D'accord. Du coup, ils sont envahis par les images et le fait de passer à l'acte, ça génère un soulagement avec une production de drogue, avec une sorte de cocktail morphine-kétamine dans leur cerveau, qui font que et c'est comme s'ils s'injectaient de la drogue. Donc, plus ils sont injustes, plus ils sont inhumains, plus la qualité de leur disjonction dans le cerveau qui crée, puisque ça traumatise parce que ça traumatise le cerveau des criminels de passer à l'acte. Mais eux, ils cherchent à se traumatiser pour pouvoir s'anesthésier, se droguer à ça, et avoir après un sentiment, avec l'anesthésie émotionnelle, le fait de ne plus rien sentir, un sentiment de toute puissance.